Ça, c'était le premier point. Et puisqu'on est dans des rencontres capitales, c'est bien aussi qu'on ait considéré que ce sont des sujets capitaux pour nous. Aujourd'hui, plus que jamais, quand on voit le sort au niveau des mentalités qui est réservé aux personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit les personnes en situation de handicap, leurs proches, les fratries, mais aussi les professionnels. Ça ne m'empêche pas de rendre hommage à notre ministre actuelle. Et je trouve que Sophie Cluzel, par le double regard qu'elle porte sur ces réalités, a fait beaucoup avancer les choses. Donc pour répondre à votre affaire, et vous avez parlé de différence. En fin de compte, en quoi des personnes qui font partie de notre société, partie de notre humanité, partagent, j'allais dire, ce que nous sommes. C'est-à-dire, c'est le regard qu'on porte sur les situations de handicap qui souvent les disqualifie. Et donc, je pense que c'est un premier point à prendre en considération. Mais dans les 2 minutes que vous m'avez attribuées, j'aimerais évoquer un handicap parmi tant d'autres. C'est le polyhandicap. Parce qu'on verra à travers nos débats qu'il y a différents handicaps, plus visibles les uns que les autres, plus intégrables en quelque sorte, puisque l'environnement est quand même très déterminant. Et la loi de février 2005 en parle beaucoup sur l'accès aux droits et aux chances, mais l'intégration, donc la vie avec. Comment reconnaître, parce que la notion de reconnaissance, une place à ces personnes pour ce qu'elles sont, dans leur réalité, et en quoi elles sont nos citoyens, en quelque sorte, en quoi elles sont précieuses par ce qu'elles vivent et ce dont elles témoignent souvent avec courage. Mais je vais juste terminer sur cette approche du polyhandicap. 50 000 personnes en France sont en situation de polyhandicap, d'accord ? Et on a à peu près 30 000 d'entre elles qui bénéficient d'un suivi, d'une forme d'accueil de qualité. Et on a aujourd'hui 10 000 personnes qui sont laissées pour compte. Certaines sont dans des établissements qui ne sont pas propices à les accompagner d'une manière digne, non pas digne en termes de valeur, mais dans la construction de leur chemin de vie. Et puis certaines sont au domicile avec une charge très lourde pour les familles. Et donc je dirais que, vous vous rappelez, il y avait Denis Pifteau qui avait pris une résolution très forte, zéro sans solution. Donc je pense qu'il faut rétablir aujourd'hui au niveau des élections, c'est-à-dire au niveau de la présidentielle, un certain nombre de hiérarchies dans nos intérêts, dans nos valeurs politiques, et poser la question du handicap, et je termine sur ce point, non pas comme une question de solidarité, de compassion molle, comme une question de démocratie. Voilà. Et je trouve qu'on s'éduque, et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit aussi à l'Académie, c'est-à-dire on s'éduque qu'il y a une dimension politique, une dimension culturelle, et il y a un caractère indispensable, parce que l'attention qu'on porte aux personnes en situation de vulnérabilité nous évite de verser dans la barbarie. Et quand on entend les discours récurrents aujourd'hui, on sait que la barbarie est à nos portes, d'une forme ou d'une autre. Donc je dis qu'on est en position de résistance, et mes modèles, pour moi, c'est les intervenants, les proches, les personnes handicapées elles-mêmes, en situation de handicap, et puis aussi ceux qui se mobilisent avec eux. Et mon message, c'est de leur dire, moi qui dirige une structure d'éthique, c'est pas au conseil régional, c'est au sein de l'ARS, je dirais qu'elles sachent que plus de personnes qu'elles ne le pensent sont à leur côté avec elles. Merci beaucoup Emmanuel Hirsch pour cette réponse. On va continuer avec vous, Constance Rivière. Donc vous êtes secrétaire générale du Défenseur des droits. Quelles sont justement les saisines en matière peut-être de handicap qui sont remontées au Défenseur des droits? Et je salue d'ailleurs Madame Claire Hédon. Merci beaucoup. Moi, du coup, je vais repartir un peu du point de vue du droit et des droits fondamentaux. Chez le Défenseur des droits, on est compétent sur les questions de handicap, d'une certaine manière, à tous les titres. Évidemment, au titre de la discrimination, qui est le domaine dans lequel principalement on est saisi. Et à cet égard, je voudrais dire que le handicap reste aujourd'hui la première source de saisine en matière de discrimination du Défenseur des droits. C'est 20% de nos saisines en matière de discrimination devant le genre et l'origine. Donc on est encore aujourd'hui, alors peut-être aussi parce qu'on est mieux identifié sur ces sujets-là, mais c'est quand même encore un sujet sur lequel il y a énormément d'atteintes aux droits qui justifient qu'on soit saisi. Mais c'est aussi le cas, par exemple, en matière de droits des enfants. 16% de nos saisines en matière de droits des enfants, et je donnerai tout à l'heure des exemples, montrer à cette question du handicap. C'est aussi le cas en déontologie de la sécurité. On a eu récemment 2 ou 3 dossiers de personnes atteintes, par exemple, de handicap psychique ou de surdité, qui se sont vues très mal recevoir lors d'un dépôt de plainte. Et c'est évidemment le cas en matière de services publics. Alors, peut-être 3 constats généraux qu'on peut faire sur ces sujets-là. Le premier, c'est vraiment le sentiment d'une culture en retard en matière de handicap en France, avec une approche qui est par la différence et l'absence de réponse à la norme. On le voit même dans la définition juridique du handicap. La loi de 2005, elle parle de l'altération
qui est liée au handicap, et elle essaye ensuite d'adapter un peu au compte-gouttes avec une compensation individuelle du handicap, mais elle ne prend pas assez en compte la dimension environnementale. La Convention internationale des droits des personnes handicapées a une autre définition du handicap qui part de la question de l'interaction avec l'environnement. Et c'est l'interaction avec l'environnement qui crée des inégalités et pas le handicap en lui-même. Et ça, je pense que c'est un premier point assez décisif pour pouvoir transformer notre rapport au handicap. Le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'on a des lois qui existent, des progrès qui sont extrêmement importants depuis une quinzaine d'années, mais qui sont très tardifs. Quand on pense qu'il a fallu attendre 2005 pour avoir un premier texte fondamental sur le handicap et encore 2019 pour que les majeurs protégés puissent aller voter ou se marier sans autorisation préalable du juge, on mesure à quel point on a commencé ce chemin tardivement. Et ensuite, le troisième constat qu'on fait, c'est l'écart qui reste quand même extrêmement important entre des textes et leur mise en pratique. Écart sur la question de l'accessibilité physique. On ne cesse de repousser le moment où elle va être effectivement mise en œuvre. Vous donniez l'exemple de l'accès à la cantine, mais c'est totalement déterminant. Et nous, c'est un sujet sur lequel on se bat vraiment. L'accès à l'éducation, c'est une globalité. C'est l'accès à l'école, mais c'est aussi l'accès à la cantine, c'est aussi l'accès au périscolaire, c'est aussi l'accès aux loisirs. Et on est énormément saisi de difficultés de ce type-là, parce que la mairie considère que sa cantine, elle n'est pas accessible. Et donc, du coup, les parents doivent tout arrêter pour pouvoir faire en sorte que l'éducation en milieu scolaire ordinaire soit possible. On va dire que pour telle sortie scolaire, pour telle activité, il y a des difficultés particulières, il n'y a pas d'AESH, et donc l'enfant est mis de côté. Il est en permanence rappelé à sa différence. Et c'est ça, je crois, qui est vraiment extrêmement difficile. La deuxième chose, c'est sur l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, seulement 16% des démarches administratives les plus habituelles sont accessibles sur 250 démarches. Donc, évidemment, et on l'a vu particulièrement pendant la crise sanitaire, quand pour accéder aux services publics, il faut passer par des services numériques et que ces services numériques ne sont pas accessibles, c'est des personnes qui sont privées de l'accès à leurs droits. Et puis, on a des difficultés, vous l'avez évoqué, en matière d'accès pour des étudiants à des aménagements pour passer les concours. Et évidemment, et c'est là notre principal motif de saisine, dans l'emploi, des aménagements raisonnables qui sont mal connus. Il y a une approche qui existe pour accéder à l'emploi, mais aujourd'hui, une personne handicapée a 2,5 fois plus de chances d'être au chômage qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Donc on est encore très très loin de l'ambition. Non seulement c'est difficile d'accéder à l'emploi, mais là où on a nous le plus de saisine, c'est sur ensuite le parcours de carrière, avec les refus d'aménagement raisonnable, avec des carrières qui sont bloquées, avec des périodes d'essai auxquelles on met un terme. Et peut-être... pour conclure, dire un mot quand même sur la manière dont la crise sanitaire a mis en lumière ces difficultés extrêmement fortes et ce retard dans les cultures. On a eu énormément de saisines pendant la crise sanitaire liées au handicap sur des choses qui étaient parfois tout simplement du manque de bon sens. Et c'est ça qui est assez frappant. On a, pour les majeurs protégés, par exemple, les fermetures des bureaux de poste au début ont empêché la difficulté d'aller retirer en espèces l'argent qui leur permettait de vivre. Quand ils réussissaient à avoir cet argent en espèces, un certain nombre de magasins avaient interdit le paiement en espèces et un paiement uniquement par carte bancaire. Donc, ils ne pouvaient ensuite plus avoir accès à des biens et services nécessaires. Et quand ils avaient une carte bancaire, mais qu'ils avaient besoin d'une aide pour accéder au supermarché, comme vous savez, une règle a été fixée avec une seule personne dans un supermarché. Ils n'avaient pas le droit de rentrer avec la personne qui les accompagnait pour faire leurs courses. Et donc, il y a toute une série d'obstacles qui ont été mis, sans parler évidemment des attestations qui, pour certaines personnes en situation de handicap, pour les personnes aveugles par exemple, étaient extrêmement complexes à mettre en œuvre. Donc voilà, je pense que cette période-là, elle nous a aussi mise d'une certaine manière très frontalement face à nos difficultés. Et évidemment, on en reparlera, les enfants avec difficulté à avoir des masques inclusifs à l'école, le fait qu'il n'ait pas été considéré comme prioritaire, enfin voilà, toute une série de choses qui montrent que même si je pense qu'on finira sur des notes d'espoir, on peut quand même commencer par un constat qui n'est pas que positif. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Joseph Chovanec, on a entendu, il faut transformer notre rapport au handicap. Qu'est-ce que ça évoque, cette phrase, pour vous ?
Merci. Tout d'abord, permettez-moi de dire ma joie d'être des vôtres et j'ai écouté avec grand plaisir les interventions précédentes. De façon très schématique, je crois que nous pourrions par exemple réfléchir sur d'une part, la question de l'enseignement dit supérieur, pas supérieur par vanité, mais toutes les formations de l'âge adulte. Je suis tout à fait choqué, le terme n'est pas excessif, de constater à quel point dans l'univers du handicap, la question des formations de l'âge adulte, y compris celles de l'université, sont singulièrement absentes des législations. Il est scandaleux qu'à ce jour en France, il n'y ait pas de cadre juridique précis par rapport aux formations de l'âge adulte. Et j'oserais ajouter rapidement que j'ai un emploi présentement dans une grande université belge, celle de Louvain, et je suis très triste de voir que mon emploi n'existe pas en France. Comment est-ce que c'est possible? Alors, également une autre thématique que l'on rencontre, que l'on constate dans le monde associatif, ce décalage croissant. Les parents concernés, les personnes concernées diraient même insupportable croissant entre le discours officiel et puis la réalité vécue. Il y a une sorte de véritable travail d'orfèvrerie du discours officiel sur le handicap, un discours beau, lyrique, avec un usage presque liturgique du terme inclusion, avec une forme de glorification de certaines personnes, mais malheureusement, la réalité vécue, les constats de terrain sont très loin du compte. Et si je puis me permettre également de mentionner une grande tristesse, le troisième point, ce pourrait être celle par rapport aux médias. Je suis fort triste d'être l'une des très rares, voire quasiment seule personne visiblement handicapée à travailler dans des médias généralistes en France. Ce n'est pas tout à fait correct et j'ose espérer que je ne sois plus aussi seul à l'avenir. Mais là aussi, je crois qu'il y a une véritable mutation, comme M. Hirsch l'a parfaitement souligné, de démocratie, mais soyons réalistes, cette démocratie-là n'est pas encore présente, elle reste à bâtir et cela ne se fera hélas pas peut-être de façon, on va dire, immédiate si l'on en reste dans le processus actuel. Merci. Merci beaucoup. Lucie Cobel, on a entendu toutes les difficultés qui ont été évoquées dès la naissance, l'accès aux soins, l'accès à l'école, à la cantine, l'accès à l'université. Il y a aussi l'accès au monde du travail qui reste encore un gros point noir, si on peut dire. Et pourtant, il y a des initiatives. Vous, par exemple, vous avez créé cette association Hello Handicap. Racontez-nous comment ça se passe. Bonjour à toutes et à tous, je suis hyper heureuse d'être ici, très très fière d'être en face de vous, Monsieur Chauvanec, et puis à côté de tous ces intervenantes et intervenants. Alors, c'est pas une association Hello Handicap, hein, c'est une entreprise privée avec un modèle économique privé. On n'a pas de subvention. Notre activité, en fait, depuis 10 ans, c'est qu'on organise des salons de recrutement 100% en ligne. Donc personne n'a besoin de se déplacer, ni les recruteurs, ni les candidats. Et plusieurs fois par an, on met en relation des centaines de recruteurs d'employeurs, de grands employeurs dans toute la France, avec entre 25 et 30 000 candidats qui s'inscrivent au salon et qui postulent aux offres et ensuite qui passent des entretiens par téléphone ou par chat. Ça donne lieu à plusieurs milliers d'embauches chaque année. Nous, ce qu'on constate sur Hello Handicap, en fait, par rapport à l'emploi des travailleurs handicapés, d'abord, il faut savoir que la population des travailleurs handicapés est très hétérogène. Et on a plusieurs typologies de personnes qui sont devant le marché de l'emploi, on va dire. Il y a celles qui sont très éloignées de l'emploi, qui ont des pathologies ou des handicaps qui font qu'ils ne peuvent pas travailler dans le milieu ordinaire, en tout cas dans celui dans lequel on vit aujourd'hui, donc qui sont plutôt dans le secteur protégé. Après, on a celles qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire qui ont un handicap à un moment donné de leur vie, mais qui ne le déclarent pas. Et ça, pour moi, c'est un sujet majeur de ce débat, en tout cas sur l'emploi. Et puis après, il y a celles qui sont dans le marché de l'emploi, qui sont dans les entreprises, qui cherchent un job, qui ont des qualifications plus ou moins élevées, mais qui ont un accès, entre guillemets, assez fluide. Nous, sur Hello Handicap, il se trouve que par le format de l'événement, on touche des candidats qui sont plutôt qualifiés et plutôt expérimentés. Parce qu'on a un peu plus de 50% de nos candidats qui ont un niveau Bac+2 et plus. Ce qui est vraiment l'inverse de ce qu'on trouve dans les réseaux
classiques de l'emploi, on va dire, de l'écosystème, c'est-à-dire les Cap Emploi, les associations, etc. Pour revenir à la question, vous avez dit tout à l'heure en début que l'INSEE, dans les derniers chiffres de l'INSEE, il y a 10 millions de personnes qui se considèrent, en tout cas, en situation de handicap depuis au moins 6 mois. Ça, c'est les chiffres officiels. Il y en a 2,7 millions qui sont reconnus administrativement. Donc ça veut dire que schématiquement, on a plusieurs millions de personnes, peut-être 7 millions de personnes, qui pourraient peut-être avoir une RQTH, une reconnaissance de travailleur, qualité de travailleur handicapé, qui ne l'ont pas. Il est là le sujet. C'est-à-dire que plutôt que d'aborder en fait le sujet du handicap dans notre pays, notamment depuis les guerres mondiales, est abordé et a été très longtemps abordé jusqu'à il y a une quinzaine d'années sous l'angle du médico-social. D'abord, bon, après les guerres, c'était on se doit d'accompagner nos blessés, etc. Ensuite, ça a été un peu l'assistanat, et après, ça a été l'intégration avec la loi de 75, et maintenant, on est vraiment dans l'inclusion, l'égalité des chances, etc. Or, il se trouve que dans notre pays, on a des millions de personnes qui pourraient avoir une RQTH. Moi, je pourrais avoir une RQTH, je l'ai jamais demandé. Pourquoi ? Ben, on en parlera. Donc, soit elles ne savent pas qu'elles peuvent l'être, parce que en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est hyper important, c'est que 85% des handicaps sont invisibles, ne se voient pas. C'est-à-dire qu'il y a 2% des personnes handicapées qui sont au fauteuil roulant, donc 85% qui ne se voient pas, c'est-à-dire des maladies chroniques, des problèmes des problèmes de suite de maladies, de traitement, des problématiques diverses et variées de handicap invisibles. Donc on les voit pas dans les médias, mais peut-être qu'elles le sont et qu'elles le disent pas. Pourquoi, Lucie Cobel, on a peur d'être discriminé? Alors, pourquoi on ne se déclare pas? C'est ça, en fait. Donc soit on se fait pas reconnaître, soit parce qu'on ne sait pas qu'on pourrait l'être. Donc il y a aussi un problème d'information, de sensibilisation, soit parce que on sait qu'on pourrait l'être, mais on le fait pas parce qu'on va être étiqueté. Moi, mon médecin, quand on a parlé de la RQTH, il m'a dit mais Lucie, on va pas demander une RQTH, ça va vous mettre une étiquette sur la tronche, en gros, et ça va pas vous aider. Mais pourquoi? Donc même mon médecin a cette vision-là, ok? Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est comment on travaille en fait sur la déstigmatisation, sur la sensibilisation, tout ça pour dire que pourquoi on ne changerait pas le mot handicap? En fait, ce mot handicap qui, dans notre culture, dans notre société, est hyper connoté comme une incapacité forcément, il y a de l'incompétence. Quand on pense handicap, on pense pas possible de, il peut pas faire comme les autres. Donc pourquoi on parlerait pas plutôt de besoins spécifiques? C'est-à-dire que toute notre vie, à certains moments donnés de notre vie, de manière plus ou moins durable ou pas, linéaire ou pas, on peut avoir un besoin spécifique. À la cantine, dans la cantine de ma fille, il y a un enfant qui a eu un accident de vélo, il s'est cassé les 2 jambes, enfin ça a été assez... Donc il est resté plusieurs mois en fauteuil roulant. Il a continué à aller à la cantine. Les gens se sont organisés pour qu'il puisse aller à la cantine. Il a, pendant 6 mois, eu un besoin spécifique. Une femme enceinte, le dernier mois de sa grossesse, elle a des besoins spécifiques. Une personne âgée qui a du mal à marcher, elle a des besoins spécifiques. Le SMS, il a été créé pour des personnes sourdes. Donc aujourd'hui, tout le monde s'en sert du SMS. Donc pourquoi en fait on n'aborderait pas la question du besoin spécifique qui, pour compenser ce besoin spécifique, va permettre d'apporter de la performance, du mieux-être pour tout le collectif. Elle est là, la démocratie, aussi. C'est ça aussi l'aspect démocratique de ce sujet-là. Il faut qu'on change notre regard là-dessus. Et alors, je ne sais pas si on en parlera après, mais j'en parle maintenant. Allez-y. Moi, le grand sujet qui m'anime, c'est la santé mentale. Depuis plus de 10 ans, j'ai 2 frères sur 3, dont un qui est décédé l'année dernière, qui sont atteints de maladies psychiatriques. La crise a révélé clairement et a plus que mis en lumière cette problématique dans notre pays. Le handicap psychique n'est reconnu que comme type de handicap que depuis la loi de 2005. Donc, c'est dire le boulot qu'on a à faire. Or, 1 personne sur 4, dans sa vie, selon l'OMS, va connaître un trouble psychique, plus ou moins sévère. Donc voilà, les fragilités et tout ce qui est santé mentale, pour moi, c'est l'enjeu de ces prochaines années. Sous l'angle aussi du besoin spécifique, de l'égalité des droits, de l'accès aux soins, etc., etc. Voilà. Et puis alors, on a vu le rapport là de la défenseur des droits sur la santé mentale des enfants. Ça, c'est mon grand combat. Moi, je rêve qu'à l'école, dès l'école primaire, on apprenne aux enfants comme on leur apprend à prendre soin de leur santé physique, à prendre soin de leur santé mentale. Donc, 90% des maladies psychiatriques se déclenchent entre 15 et 25 ans. Donc voilà, ça veut tout dire. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Je voudrais donner la parole maintenant à... Oui, on peut applaudir, c'est vrai.
Thomas Bourgeron, je voudrais vous entendre sur tout ce qui a été dit déjà. Ce terme de déstigmatisation, il faudrait enlever ce mot handicap qui pose trop souvent une étiquette, parler de besoins spécifiques selon vous? Prenez un micro, allez-y. Ouais. C'est bon, allez-y. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est super de voir des débats comme cela à l'Académie. Alors moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'il faudrait même supprimer le mot diagnostic. Et en fait, il commence à y avoir des initiatives au niveau... Enfin, ça fait en 2001, l'Organisation mondiale de la santé, qui est connue pour avoir mis en place ce qu'on appelle la classification internationale des maladies, ICD en anglais, a fait depuis 2001, il y a une initiative pour faire la classification internationale du fonctionnement. Et en gros, c'est un changement de paradigme qui est compliqué, en particulier pour le monde médical. C'est de ne plus être si concerné par le diagnostic, mais d'aller voir le fonctionnement. Donc, une petite anecdote, mais un psychiatre suédois, Sven Bolte, dit à ses psychiatres quand ils viennent dans son service, qu'est-ce que vous voulez faire? Et les jeunes psychiatres disent, je veux faire des diagnostics, vraiment des diagnostics avec des critères très très solides, des golden standards. Et il dit, mais autre chose, alors je vais faire des diagnostics, vraiment des très très bons diagnostics. Et en fait, il dit, on est focalisé sur le diagnostic. Et le diagnostic, une personne n'est pas une page d'un livre, et surtout, elle n'est pas que ça. Donc, et l'idée cette classification internationale du fonctionnement, c'est de voir qu'est-ce qui va pas. L'ascenseur pour aller à la cantine. Donc ça déplace les problèmes de la personne dans son environnement, donc il y a évidemment son corps, ses difficultés biologiques à avoir telle ou telle capacité. Mais il y a aussi tout l'environnement et cette situation, ce qu'on appelle la situation de handicap. Quand on met un ascenseur, la personne peut monter, alors que si on met pas d'ascenseur, oui, il y a un handicap. Donc voilà. Donc je pense que ça c'est compliqué à mettre en place. Là, on a fait par exemple une demande de projet européen pour mettre ça en place. J'ai demandé à l'Agence nationale de la recherche de financer juste ça. J'ai eu un refus total, mais ça a quitté du projet maintenant. Je trouve que je fais beaucoup de projets très très bien en fait sur ce critère-là. Et voilà, donc j'espère que l'Europe va soutenir ces entreprises, mais en tout cas, je pense que c'est important. Moi, j'avais commencé à travailler par exemple sur le sommeil des personnes avec autisme. Et j'avais rencontré des gens qui travaillaient sur le sommeil et qui m'avaient dit mais les autistes ils ont pas de problème de sommeil, ils sont autistes. Donc en fait quand on est autiste on est protégé de plein de choses, on n'a plus de caries, c'est-à-dire que quand on a mal aux dents non, et on est autiste. Et je le dis de façon un peu amusante, mais vraiment il y a des maladies somatiques qui n'ont pas été vues. Voilà, ça rejoint aussi parce que la personne a ce diagnostic et donc ne peut pas être autre chose que ce diagnostic. Et ça, c'est vraiment le pire qu'on peut faire pour une personne. C'est-à-dire de l'avoir labellisé, il est autiste, ou il est sur une chaise roulante, ou il est... Donc de là, donc voilà, donc c'est tout à fait vers ça qu'il faut aller, c'est vers le besoin. Et chacun est quasiment handicapé pour plein de choses. Je veux dire, donc je pense que et d'aller vers les propositions dans ce sens-là. Moi, j'aime bien qu'on fasse des constats. Vous avez fait des constats, mais je pense que les constats, j'en écoute depuis 20 ans. La dernière fois, j'avais été invité au ministère de la Santé. Il y avait une dame qui parlait du passé, présent et futur de l'enfant autiste à l'école. Et au bout d'une demi-heure, elle était toujours au passé. Et la dame votre rôle, a dit « Madame, il faut peut-être conclure ». Elle avait plus que 5 minutes. Elle a dit « Ah oui, alors pour le présent, c'est pas extraordinaire, puis alors le futur ».
Voilà, j'aurais préféré qu'elle passe 45 minutes sur le futur, au présent et un peu sur le futur. Et je pense qu'en France, on est beaucoup sur le passé, donc il faut se regarder et se dire, voilà, quelle est la partie de mon discours sur le passé, sur le présent et sur le futur. Et j'ai plein de propositions pour le futur, mais c'est vraiment important qu'en France, on pense au futur. On va parler du futur. Merci Thomas Bourgeron. Avant de vous donner la parole, Valérie Fayat, je voudrais juste redonner la parole à Emmanuel Hirsch, justement, puisque il y a le choix des mots, on le voit, il est très important. Hein. On a la chance d'être à l'Académie française, donc ça permet de répondre aussi à la question des mots. On pourrait solliciter d'ailleurs les académiciens pour qu'ils retrouvent un mot, comme pour soins palliatifs, pour handicap, qui ait beaucoup plus de signification par rapport à nos valeurs. Je cite le poète René Char qui dit « Il y a des morts à chaque fois que les mots deviennent petits ». N'oubliez pas que dans l'histoire du handicap, avant qu'on parle de handicap, c'était les monstres. Toute l'histoire du handicap, c'était sur la monstruosité, je vous incite à le voir. Il y avait deux mots aussi, comme je dirige l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives. La question de la démence est aussi une question qui, d'un point de vue scientifique, peut s'expliquer l'usage de ce mot. Donc nous, pour maladies neurodégénératives, vous voyez, dégénératif, on a parlé de maladies neuroévolutives. Mais c'est pas uniquement les mots qui sont importants, c'est la révolution qu'on peut apporter. Alors je vais juste vous citer un élément qui m'avait beaucoup frappé dans l'histoire des années SIDA. Vous savez à quel point, bon, les plus jeunes qui sont dans la salle et qui vont maintenant discuter avec nous ne le savent pas, il y avait un aspect très discriminant vis-à-vis des personnes atteintes. On parlait de sidaïque, on parlait de sidatorium, et les militants du sida ont lancé ce concept de vivre avec le sida. Et ça a été repris par la suite, vivre avec le cancer. Parce que l'enjeu, c'est pas uniquement effectivement la maladie, parce qu'on disqualifie la personne si on ne reconnaît pas aussi qu'elle a une dépendance, par exemple, et qu'il faut tout mettre en place pour qu'effectivement elle ne la vive pas d'une manière péjorative. Et c'est toutes les inventions en termes d'intégration, c'est pas des mots, c'est comment créer un environnement qui fait que la personne ne soit pas déficitaire. Et je termine sur ce point, c'est vivre avec le handicap. Et j'ai noté un point qui m'avait énormément frappé, puisque on a la chance d'avoir une personnalité pour nous importante avec Joseph Chavanec, mais il se fait que j'ai été de l'aventure de la création du modèle Teach en France. C'est-à-dire la première structure qui a été ouverte dans les années 80 ou 86, rue de la Quintigny. Et le jour où on a dit aux parents de jeunes en situation d'autisme qu'il y avait un projet pédagogique et qu'on partait de la fatalité pour aller dans la construction avec un projet de vie, on a transformé la vie du jeune en situation d'autisme, celle des parents et le regard que la société qui progressivement a parlé d'intégration. Voilà tout ce que je veux dire. On a aussi la capacité, et c'est bien qu'on soit aujourd'hui pour en parler à quelques mois d'une échéance présidentielle, on a la capacité aussi de provoquer un débat qui est attendu. Merci beaucoup Valérie Fayat, puisqu'on a envie aussi effectivement de se projeter, de parler du futur et de parler aussi des initiatives qui sont faites justement en matière de lutte contre les discriminations, contre l'invisibilité. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement vous, vos activités? Je rappelle que vous êtes la déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir. Oui, alors bonjour à tous. Nous, on ne travaille pas directement sur le handicap, on travaille sur les inégalités en santé. Et quand on regarde, donc il y a beaucoup de choses qui font écho à ce qui a été dit, la partie médico-centrée, etc. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement ce problème de l'invisibilité. Même quand on parle des inégalités, on parle des inégalités pour qui ? Les données, toutes les recherches, les enquêtes qui sont faites ne touchent pas forcément les personnes qui sont concernées. Quand on regarde sur les vulnérabilités, les personnes qui sont à la rue ne font pas partie des enquêtes, elles sont totalement invisibles. Et seuls finalement des acteurs de terrain, tout ce qui va être milieu associatif, vont être capables de faire remonter, alors pas la partie individuelle, mais en tout cas une vision collective. Et vous faisiez référence en fait à l'époque SIDA. Je pense que c'est sur cette partie-là, en tout cas, quelque chose qui a été exemplaire. C'est l'association AIDS disait rien sans nous. Et effectivement, finalement, toute cette population, donc cette vision collective a permis de faire des remontées collectives et finalement, même aujourd'hui, de participer, d'être considérés comme des co-chercheurs. Quand on voit les derniers traitements qui sont sortis sur la prophylaxie, donc les projets PrEP,
les associations sont à l'intérieur du schéma. Donc je pense que ce qu'on voit très généralement sur les inégalités en santé, c'est cette difficulté finalement à rendre visible ces populations. Alors je ne sais pas s'il faut parler de minorités, etc., mais il y a besoin de ce côté collectif. D'un autre côté, l'individu n'est pas une collectivité, il a ses besoins propres, il est dans son environnement. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a ce besoin individuel à un moment donné qui doit être travaillé. Et à l'intérieur des programmes de la Fondation, on arrive à travailler ce côté-là à travers des modèles de pairs, donc PAIR, donc d'anciens, soit patients, soit des gens qui ont été à la rue ou des migrants, qui viennent aider les gens qui se retrouvent dans des situations similaires. Parce que si on s'interroge, alors je vais parler de ce que je connais sur la santé, si on me demande mon ressenti sur ma santé, même dans des situations similaires, en fonction de notre vécu, mon ressenti de ma santé ne sera pas le même que ma voisine, par exemple. Donc, cette question des pairs est fondamentale. Et enfin, on a parlé des constructions mentales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on rencontre énormément également au niveau de la Fondation Sanofi Espoir sur les populations que nous suivons. C'est-à-dire que quand on parle du handicap, des migrants, etc., on a immédiatement un schéma mental. Et vous parliez effectivement de ces côtés d'incapacité. Et c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les populations que nous suivons. Et il y a besoin de transformer cette vision. Vraiment, si on parle de l'avenir et du futur, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, de changer ce regard et ces constructions mentales. Oui, Lucie Cobel, vous vouliez ajouter quelque chose? C'est une question qui n'avait pas encore été abordée, mais qui est fondamentale, la question des pères aidants. Il y a 11 millions d'aidants en France, comme on sait. Moi, je connais bien le fait d'aider en psychiatrie. Mes deux frères, je les ai beaucoup aidés et je les aide. Celui qui reste, je l'aide encore beaucoup. Qui peut mieux que les aidants construire et co-construire en fait les solutions pour mettre du bon sens, notamment. Je vois par rapport en psychiatrie, les proches de la famille des personnes qui ont des maladies psychiatriques ne sont pas du tout associés au protocole de soins. C'est d'abord une immense source de souffrance pour la famille, mais en plus c'est totalement inconstructif. C'est-à-dire que quand on associe les aidants et les pères, forcément on va vers du bon sens et on va vers du constructif. En France, au niveau de la psychiatrie, on a 5 millions de personnes concernées quand même. C'est énorme. C'est-à-dire que quand on va commencer à intégrer ceux d'abord qui ont eu un parcours, qui sont dans un parcours de rétablissement en psychiatrie, qui peuvent aider les autres, et c'est un peu ce qu'on fait avec Clubhouse France, forcément ça peut être que efficace. Ça paraît évident, pour moi c'est du bon sens. Et les aidants, plutôt que leur donner un congé, un mois de congé payé pour aider son aidant, pourquoi d'abord on les associerait pas aux politiques publiques, aux politiques de santé, pour co-construire ensemble? Je pense que l'avenir c'est ça, c'est la co-construction. La démocratie c'est ça. On remettra de la confiance dans la démocratie quand on sera dans la co-construction. Même si ça paraît impertinent de dire vos propos sont tellement justes, mais allez jusqu'au bout. Est-ce qu'on doit médicaliser les questions que vous évoquez? Est-ce que un des enjeux, moi je dis il faut les socialiser beaucoup plus, et toutes les révolutions dans la psychiatrie, ça a été le père aidant, c'est aussi la personne qui a l'expérience, et toutes ces expériences profanes qui se sont développées, y compris dans les années ci. Donc on peut se poser la question, et je la mets comme ça en débat, est-ce qu'on doit absolument médicaliser, c'est-à-dire avoir une approche médico-scientifique? Je ne mets pas en cause l'approche scientifique, on a besoin effectivement aussi d'apporter, et on l'a vu dans le domaine, rappelez-vous, de l'autisme avec Simone Veil, comment on a culpabilisé des générations de familles au nom d'une approche psychanalytique jusqu'au moment où on s'est dit qu'il y a peut-être des caractéristiques génétiques, c'est-à-dire les évolutions de la science. Donc je me permettais de poser la question, est-ce qu'on ne doit pas aussi démédicaliser, socialiser, politiser ces enjeux?
Alors, je suis complètement d'accord avec vous. Je vous laisse la parole après, Constance. Il faut médicaliser dans le sens où il faut de la recherche. Il faut développer la recherche en psychiatrie. C'est que 2% du budget de la recherche. C'est complètement hallucinant. Bon, ça, c'est la partie médicale. Donc, redonnons aux médecins et aux chercheurs leur partie. Mais tout le reste, oui, il faut démédicaliser, travailler en pluridisciplinaire. C'est ça, en fait, souvent les gros problèmes dans notre pays. On travaille en silo. Et ça, on le dit depuis des années. Sortons de ces silos. Est-ce que c'est possible? Est-ce que notre culture politique peut rendre possible cette sortie du silo? Moi, j'espère. En tout cas, j'espère pouvoir voter pour quelqu'un qui portera ça. Constance Rivière. Non, juste, moi vraiment insister effectivement sur la nécessité de sortir d'une approche strictement de santé et notamment au point de vue du droit et des droits. Je disais tout à l'heure, j'ai quand même été très frappée pendant la crise on décide d'appliquer un certain nombre de protocoles plus stricts de confinement aux personnes au motif qu'elles étaient des personnes handicapées, comme si le handicap transformait les personnes handicapées en personnes à risque de manière absolument immédiate. Mais enfin, un enfant en fauteuil roulant n'a pas plus de risque d'avoir des formes graves de la Covid qu'un enfant parfaitement valide. Et donc cette approche médicale, elle envahit absolument tout. Et puis l'autre chose que je voulais dire en réponse à monsieur, c'est que je crois que je parlais pas du tout du passé. Et je voudrais dire que, évidemment, chez le défenseur des droits, on voit tout ce qui marche pas dans tous les domaines. On est saisi quand il y a des défaillances. Mais ces défaillances, c'est des défaillances aujourd'hui et elles ont des raisons de nous mettre en colère tous les jours. C'est-à-dire que l'écart qui existe entre les textes et leur mise en œuvre, la manière dont des enfants sont mis à l'écart, dont des étudiants ne peuvent pas poursuivre leurs études, dont des personnes qui sont dans l'emploi sont interdites d'accéder à des promotions parce que les formations qui leur permettraient de le faire n'existent pas ou parce qu'on ne travaille pas à l'accessibilité, des parents qui perdent des chances d'emploi parce qu'on leur dit « Ah ben non, mais si vous voulez une promotion, il y a une obligation de mobilité dans la région d'à côté, sauf que l'établissement dans lequel peut aller leur enfant, il n'existe pas dans la région d'à côté. » Ça, c'est aujourd'hui et c'est tous les jours. Alors évidemment, on va parler des solutions, mais pour parler des solutions, il faut quand même aussi se mettre d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, la question du handicap en France fait que les personnes sont confrontées à des difficultés. Alors on ne parle même pas des dossiers de 20 pages pour la MDPH qu'il faut renouveler tous les 2 ou 3 ans, comme si le handicap avait pu disparaître du jour au lendemain, avec un univers de sigles, de logique de silos, d'absence de coordination, qui perdent les gens et qui, d'une certaine manière, portent atteinte à leur dignité et à leur humanité. Je prendrai sur mon temps d'antenne, vous me le retirez, vous connaissez. Oui. Je voulais juste par rapport à ce que vous dites, préjugé d'incompétence, et ça je pense que c'est quelque chose d'important, il y a un a priori d'incompétence, avec une vision d'en haut, très administrative, très organisatrice, ça c'était le premier point. Et deuxième point, je trouve qui est important, c'est bien de réfléchir sur les limites de la protection des vulnérables. Parce que dans les décisions gouvernementales, qui avaient aussi certains enjeux de cette nature, il y a des personnes qui vivent dans un environnement favorable et puis des autres qui sont seules. Donc il y avait cette idée de protection. Et depuis des années, et vous savez très très bien, s'est imposée la notion de capacité. Et je trouve que c'est fondamental. Et reconnaître dans la personne ses capacités, les soutenir pour qu'elle soit au niveau le plus élevé, dans un parcours progressif, je pense que la capacité, c'est aussi un enjeu politique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont non seulement capables, mais indispensables avec leur expérience à ce qui fait société. Ils témoignent au quotidien, et je termine sur ce point, vous me retirez sur mon temps d'antenne, ils témoignent de ce qu'est une société humaine et de ses valeurs. Si on n'a pas cette attention, c'est donc pas en termes de compassion, c'est en termes de co-responsabilité politique, et je maintiens qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est un enjeu politique majeur pour un candidat, une candidate aux élections, que d'intégrer ça non pas à des questions de santé, mais à des questions de citoyenneté. Thomas Bourgeron, puis après on va donner la parole aux étudiants qui aussi ont préparé des questions. Allez-y. Oui, non, c'était ce que je disais, c'était pas qu'il fallait pas faire de constat et du passé ou du présent. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des gros problèmes au présent. C'est juste que dans 1 heure de discours, il faut qu'on passe au moins 52 minutes sur le futur et sur les propositions, parce que vraiment, enfin, moi je connais pas le handicap. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait 20 ans que je travaille sur l'autisme et ça fait 20 ans que j'entends des diagnostics. Je voudrais que, là j'ai 56 ans, je voudrais qu'à 76 ans, j'ai vu des choses progresser, et pas que du diagnostic tout le temps. C'est ça je veux dire. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi des propositions, et c'est beaucoup plus compliqué de faire des propositions. Mais que faire le diagnostic de ce qui s'est passé dans le passé ou le présent, toutes les familles sont au courant. Il y a pas enfin, on peut dire que c'est vraiment pas terrible. Et on me dit toujours, ça va mieux.
je sais pas, quand je rencontre les gens, j'ai pas l'impression que ça aille mieux. Donc voilà, il y a un diagnostic qui est vraiment pas terrible et l'idée c'est d'aller vers les propositions. Il y a des propositions à faire. Je pense que d'exclure le médical, et je pense que la personne est aussi médicale que éducative. Donc je pense qu'il faut pas exclure médical pour. Je pense que ça fait partie de la personne. Son corps fait partie de la personne et si elle a des problèmes médicaux, il faut soigner les personnes. Je pense qu'il y avait une personne avec un jeune garçon hyperactif avec déficit d'attention à Glasgow là récemment, parce que c'est un gros problème médicalisé ou pas médicalisé. Il disait moi quand je vais voir le médecin, je comprends pourquoi il m'appelle patient, parce que moi je viens parce que j'ai des problèmes. Donc c'est ça. Je veux dire, quand on va voir le médecin, on va voir un médecin parce qu'on a des problèmes et c'est pas obligatoirement mal d'avoir des problèmes médicaux. Donc mais c'est pas que ça. La personne n'est pas que ça. Et je pense qu'il faut pas exclure il faut vraiment prendre la personne dans toutes ses facettes et c'est là où c'est important, je pense. Donc allons vers ça et faisons que les gens travaillent pas en silo et bossent ensemble. Et je pense que quelles sont les difficultés de chacun et de voir s'il y a des crises d'épilepsie, s'il y a un gros problème de déficience intellectuelle, il y a probablement, j'espère en tout cas, des solutions, des traitements, des prises en charge médicales qui vont permettre de faire qu'il y ait moins de crises d'épilepsie, qu'il y ait plus d'accès à la connaissance. Et puis d'autres choses, on a besoin d'un ascenseur. Et là, le médecin n'a rien à faire là-dedans. Avec des choses très concrètes. Il nous reste encore 1 heure de débat. Je vous donne la parole, donc Stéphanie Lessolière et Valérie Fayat, et puis après on prendra les questions des étudiantes. Non, je voulais juste donner un exemple très concret pour illustrer ce que vous dites. Par exemple, ma fille, qui était en fauteuil roulant, a redoublé sa 2e année de maternelle au prétexte qu'elle ne savait pas faire des ronds. Donc j'ai eu beau expliquer à la maîtresse qui lui avait fait sauter une classe parce qu'elle parlait parfaitement bien, donc elle a fait sa première année maternelle en 2e année, et elle l'a fait redoubler. J'ai eu beau lui expliquer qu'elle était handicapée, qu'elle avait des problèmes de dextérité, il n'y a rien eu à faire, absolument incompréhensible. Et même chose en 6e, où elle avait des difficultés en mathématiques, et au lieu de dire on va lui donner un cours de soutien, elle a décrété votre fille est nulle en maths, elle ne sait pas faire des maths, donc elle tout simplement a retiré des cours de mathématiques alors que tous les autres enfants avaient des cours de maths, sauf Lou. Et je me suis battue, j'ai fait faire des courriers par les médecins pour expliquer qu'elle était parfaitement intelligente, qu'elle avait des difficultés. Il n'y a rien eu à faire. Et on retrouve ce problème de segmentation que vous dites, où il n'y a pas de communication entre, par exemple, l'éducation nationale et le médecin de rééducation. L'une disant « je suis la spécialiste de la pédagogie, ce monsieur n'a rien à faire », voilà, alors qu'il expliquait juste... Donc c'est à devenir fou, quoi, c'est effectivement... Ouais. Valérie Fayat, rapidement. Oui, on retrouve ça aussi dans les programmes qu'on soutient, cette question de la transversalité, c'est-à-dire ce travail aujourd'hui qui est construit complètement en silo, avec la médecine qui traite une partie, etc. Mais en fait, on voit, et on a fait tout un travail depuis 2018 sur cette question de la transversalité, sur le fait que au niveau de la santé, puisque nous c'est là-dessus qu'on travaille, c'est dépendant aussi de l'éducation, du niveau socio-économique, du fait d'avoir un emploi, du fait d'avoir un logement, etc. Et qu'en fait, le problème sur lequel on travaille d'accès aux soins n'est pas un problème médical, n'est pas un problème purement technique, mais un problème complètement transverse. Et tant qu'on travaillera en silo, on n'arrivera pas en fait à réellement prendre en compte ce problème social complexe. Donc c'est un lien aussi qu'on retrouve avec le handicap, qui est effectivement de ne pas le traiter uniquement comme un problème médical, mais vraiment de l'inclure dans son environnement et de mettre l'individu au sein de son contexte. Merci. J'invite maintenant Émilie Lebourdet, Anne-Laure Pouzoulet, Zia Cochet et Claire Dambre, qui sont les étudiantes qui ont préparé le débat et qui ont beaucoup de questions à vous poser. On va prendre les 4 questions et je demanderai ensuite aux intervenants de vous répondre. Et ensuite, on pourra avoir un échange avec le public. Donc, alors, Émilie. Vous m'entendez ? Oui, très bien, allez-y. Donc bonjour à tous, je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis en Master 1 ressources humaines à l'IGS RH de Paris. Donc ma première question, elle va porter sur le handicap de l'entreprise, donc plutôt pour vous, Lucie Cobel. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut penser le monde du travail dans sa diversité, donc en acceptant les forces, les faiblesses de chacun,
la complémentarité des compétences. Et ensuite, est-ce que selon vous, l'arrivée des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, ça va être des outils qui vont permettre une autonomie dans le handicap, donc au sein de l'entreprise et au sein de la société? Merci. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Zia et je suis psychomotricienne et également en master international de psychomotricité. Et pour ma part, je travaille à côté en crèche et je reçois régulièrement des parents pour aborder les difficultés qu'on a repérées chez leurs enfants. Et la plupart du temps, la première question que ces parents me posent, avant même qu'on ait eu le temps d'évoquer le type de difficulté, c'est est-ce que mon enfant va pouvoir entrer à l'école en septembre ? Et du coup, on observe que l'entrée en école ordinaire est souvent l'objectif principal pour ces parents. Et du coup, ma question est la suivante. L'inclusion en école ordinaire doit-elle toujours constituer l'objectif principal pour dans les croyances sociétales, l'accomplissement de la scolarité ordinaire? Merci. Moi, je m'appelle Anne-Laure Pouzoulet, je suis aussi psychomotricienne et aussi en master international de psychomotricité. En ce moment, je travaille en EHPAD, mais j'ai aussi travaillé auprès de jeunes adultes en psychiatrie, notamment. Moi, je me suis inspirée du roman de S'adapter de Clara Dupont-Moreau, qui a eu le prix Femina cette année, qui trace le récit de l'arrivée d'un enfant avec handicap dans une famille et la répercussion du regard de la société sur la fratrie. Et je me suis demandé si la gêne, la peur de la différence, sont-elles des spécificités françaises? Est-ce que c'est différent dans d'autres pays et quels sont les pays qui peuvent nous inspirer? Bonjour, donc moi c'est Claire Dambe, je suis également psychomotricienne dans le même parcours scolaire. Je travaille auprès des personnes qui ont un cancer, donc en service d'oncologie et également en unité de soins palliatifs dans le nord de la France. On a pu parler justement avec vous des représentations du handicap notamment. Et je voulais rebondir, que ce soit au niveau de l'autisme ou dans les médias, on voit de plus en plus justement des personnes avec un syndrome d'Asperger. Mais des fois, j'ai l'impression, et c'était une impression commune avec les autres étudiants, que du coup, on oublie les autres formes d'autisme finalement. Et on se posait la question justement des représentativités singulières et plurielles de l'autisme. Et c'était une question qui faisait écho aussi justement à mon travail en oncologie, avec Octobre Rose, où on présente beaucoup le cancer du sein, énormément le cancer du sein, mais parce que c'est Octobre Rose. Mais également, on peut entendre des patients qui nous disent « Oui, mais maintenant, les gens nous disent bah, c'est qu'un cancer du sein, ça se soigne. » Et c'est très difficile à entendre en tant que soignant, et c'est très difficile à entendre en tant que patient, que personne atteinte de ce cancer. Et du coup, voilà, la question était sur vraiment la représentativité des différentes pathologies, quelles qu'elles soient. Merci. Merci à toutes les quatre. On va peut-être justement vous répondre tout de suite, Zia, avec vous, Joseph Chauvanec, à ce que vient de dire Zia. Claire, pardon. Pardon. Merci beaucoup pour les questions. Si j'ose dire, la notion de syndrome d'Asperger n'existe plus dans les classifications. D'une part parce que cela ne correspondait pas à une réalité médicale, également parce qu'on a pu découvrir le passé nazi du bonhomme en question. Et je pense particulièrement regrettable que pour différentes raisons, la notion, le terme de syndrome d'Asperger soit toujours repris en boucle, y compris par les plus hautes autorités politiques de France, alors même que dans d'autres pays, ce terme ne passerait pas. Il y a évidemment une question de représentativité, mais j'oserais dire sur le plan de la réflexion éthique des médias, la question c'est, est-ce qu'on osera réellement montrer dans les médias des personnes lourdement handicapées? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une façon, on va dire, détournée, de ne pas montrer des personnes réellement lourdement handicapées et de faire une sorte d'ersatz de concours Miss France qui rentre pourtant dans la case handicap, plus ou moins, quitte à tordre certaines réalités. Donc là, il y a une véritable question. Il y a également derrière des enjeux de représentation, comme vous l'avez parfaitement dit,
que l'on observe dans d'autres causes. La question des aborigènes d'Australie, par exemple. Pendant longtemps, les aborigènes d'Australie n'avaient droit à aucune représentation. Aujourd'hui, ils en ont une, sauf que leurs représentants, ne parlent que anglais et pas les langues aborigènes, n'ont souvent aucune connaissance des cultures aborigènes, et parfois, pardonnez le terme, mais ils sont plus blancs que moi de peau, quoi, voyez. Donc, il y a, je dirais, toute une question démocratique plus profonde. Est-ce que ce ne sont pas, on va dire, par exemple, les instances médiatiques, politiques qui façonnent la représentation selon leurs besoins, et cette représentation devient une sorte de chambre d'écho du discours que l'on veut entendre? C'est une réelle question. Et j'allais dire, on a parlé d'avenir. Cette question d'avenir, elle rejoint votre question. Pourquoi? Je me permettrai d'insister, même lourdement insister, sur le fait que chaque personne, même celle qui a été médicalement labellisée de termes les plus horribles, eh bien, chaque personne peut avoir un devenir. Voyez, je travaille avec des étudiants handicapés, parfois très lourdement handicapés. Si je vous montrais des photos, vous pourriez dire que cette personne va être enfermée dans un box nourri à la pipette. Mais en fait, non, cette personne-là est devenue spécialiste de tel ou tel domaine. Cela demande des années de travail, mais le devenir, l'avenir est toujours ouvert. Et je dirais même quand on est handicapé, la grande joie, c'est de faire mentir les pronostics médicaux. Voyez, c'est ça fondamentalement. Et c'est là que je rejoins absolument le propos de mon honorable voisin et ami de longue date. Voyez, et peut-être une dernière phrase, on pourrait citer un ami autiste qui l'autre jour m'a dit « Le président de la République est lourdement handicapé, il a besoin d'aide pour remplir ses dossiers ». Et la phrase est très profonde quand on y songe. Je crois que même la personne la plus handicapée de France n'a pas besoin d'autant d'aide et de collaborateurs que les hauts élus politiques. Voyez, ayant un petit peu fréquenté ce milieu-là, je pense pouvoir parler en connaissance de cause. Mais en vérité, avoir besoin d'aide, c'est la condition humaine normale. Savez-vous faire votre électricité? Sans doute que non. Savez-vous faire vos vêtements? Sans doute que non. Vous avez, tout comme moi d'ailleurs, besoin d'aide d'une autre personne dans ces domaines-là. La personne dite handicapée n'est pas forcément plus dépendante que la moyenne des personnes ici. Et si les illustres statues et portraits qui ornent cette salle avaient été diagnostiqués durant leur enfance, je crois que peut-être on ne leur aurait jamais permis de faire des études ou de faire de la science ou des lettres ou que sais-je. Voyez, pardonnez pour mon long propos. Thomas Bourgeron, vous souhaitiez aussi répondre. Après, c'est un peu dur. On partage plein de choses avec Joseph. On a beaucoup de mal à faire ses lacets. Voilà, donc on a plein de handicaps aussi qu'on partage. Et je pense effectivement, il y a aussi, on a parlé de tout ce handicap invisible. Et ça, c'est complètement dingue. Moi, on m'a dit, mais Joseph, il parle, il n'est pas autiste. Voilà, donc on m'a dit ça des fois. Donc il y a cette vision du handicap. Et je pense, on a travaillé un peu sur la dyslexie. La dyslexie, c'est incroyable. C'est-à-dire que alors là, c'est complètement invisible. Et pourtant, des gens ont vraiment des difficultés d'écrire, de lire. J'ai eu un étudiant dyslexique et par contre, il a compensé. Il y a de la place. Il a compensé en faisant des figures extraordinaires. Et maintenant, il est à Montréal. En France, il va avoir des difficultés pour avoir un boulot. Et c'est dingue. On a ce handicap qui est vraiment invisible. Et que si les gens ne le voient pas, ça n'existe pas. Et ils ne comprennent pas la souffrance que peuvent avoir des gens de ne pas savoir écrire, de ne pas savoir lire, de ne pas savoir reconnaître les émotions. C'est des choses qu'on n'apprend pas obligatoirement, mais qui sont difficiles pour les gens. Et si on n'a pas ça, si on n'est pas en empathie avec les gens qui sont en difficulté, on ne va pas comprendre. Et je pense que ça, c'est cet handicap invisible, je pense que c'est vraiment important. Et puis je voulais vous remercier parce que d'abord c'est sympathique de voir des gens qui font autre chose que des startups, à qui on donne de la parole. Et il y avait les emplois aidants. Et en fait, moi je pense que c'était les emplois aidés. Et en fait, c'est des aidants. Donc, je pense que les emplois aidés, c'était déjà un mauvais terme, je trouve. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment important ce que vous faites. Et
Et vraiment, je pense que ce qui est, à mon avis, pour le futur, je pense que vous devez vraiment comprendre ce que les gens vous disent et c'est ce que vous êtes en empathie avec eux. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est le plus important. Il y avait la question aussi qui concernait l'entrée en école ordinaire, hein, c'est ça. Peut-être c'est une question pour vous, Stéphanie. En fait, ça va rejoindre exactement ce que vous dites, c'est-à-dire je pense que, je ne sais pas si c'est une vraie question dans le sens, en tout cas par rapport à mon expérience, effectivement, on est évidemment inquiet, et c'est ce que vous dites, je pense qu'on ne peut que réévaluer au fur et à mesure la situation, plutôt que d'emblée dire aux parents, écoutez, non, là, c'est sûr que ça va être compliqué, parce qu'on ne sait pas. C'est exactement ce que vous avez dit. Lou a compensé énormément. Elle, à 6 ans, elle parlait couramment français et espagnol. Elle a déployé un imaginaire invraisemblable. Elle était brillante parce qu'elle ne pouvait pas marcher, probablement. Elle a déployé d'autres capacités qui lui permettaient d'aller en école ordinaire. Et je peux vous assurer que nous, on s'est battus 11 ans et demi pour pouvoir continuer à la laisser en milieu ordinaire parce qu'on voulait la mettre en CLIS d'emblée parce qu'elle ne pouvait pas marcher. On a visité des CLIS, donc des classes inclusives. Le problème, c'est qu'il y a tellement de divers handicaps que Lou ne se reconnaissait pas. Il y avait des enfants qui avaient du mal à s'exprimer et ça lui faisait peur. En fait, on lui a proposé. Elle ne voulait pas. Et toute la scolarité, on est revenu, on voulait mettre Lou en CLIS, il fallait la mettre dans un centre médico-éducatif. Pourquoi ? En fait, j'ai envie de vous dire, il faut laisser tout ouvert parce qu'on peut faire mentir les pronostics. Parce que l'humain est très adaptable et a une force absolument inouïe, et il faut faire confiance, je pense. Et l'empathie, c'est la clé, l'écoute, c'est la clé, c'est tout, c'est Thomas et le bon sens. Oui, c'est pour revenir sur le fait que tout le monde est à un niveau de handicap. Je pense que il y avait eu un moment des mesures, c'était pour les petites écoles, d'avoir des horaires pour les personnes qui étaient en difficulté, et donc mes mômes étaient tout jeunes, et j'avais rencontré l'instit et qui disait oui, en fait, je le fais pour tout le monde parce que sinon, ça serait que pour certains. Et là, je me suis dit, ça va pas, quoi. Je veux dire, comme si on stigmatisait, parce que oui, il y a des gens qui sont en difficulté. Et c'est pas une catastrophe, c'est des gens qui sont en difficulté et il faut les aider pour arriver à une autonomie, à une possibilité. Donc c'est pas parce qu'on va les aider qu'on va les stigmatiser. Et je pense que ça c'est vraiment important, quoi, parce que souvent c'est l'égalité pour tout le monde. Il faut que on disait l'école ordinaire. Moi je voudrais qu'on arrête de parler d'école ordinaire. L'école c'est extraordinaire. Et c'est tout. C'est extraordinaire de pouvoir aller à l'école. Et pour tout le monde. Il n'y a pas d'école ordinaire. Donc, de penser qu'il va y avoir un truc ordinaire pour tout le monde, et tout le monde a des difficultés en mathématiques ou en français ou je sais pas quoi. Moi, j'avais des difficultés un peu partout, donc à part en biologie, donc j'ai fait biologiste. Mais voilà. Et donc, c'était si j'avais pas eu un prof de biologie qui m'a dit tiens, il y a des choses que tu aimes bien, donc je me suis retrouvé là. Mais vraiment, c'est important. L'école est extraordinaire et doit pas être vue comme quelque chose d'ordinaire pour quelqu'un qui est bon en tout, quoi, et qui sait faire des ronds. C'est insupportable, ça. Donc l'école est extraordinaire, il faut la garder extraordinaire pour tout le monde. Constance Rivière, sur cette question de l'accès à l'école. Oui, sur l'accès à l'école, il y a une chose très frappante, c'est que pour l'accès à l'école, on pense en permanence en termes de dispositifs spécifiques. Et nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'il faudrait aller vers une transformation avec une formation de la totalité des personnes qui travaillent dans les écoles pour pouvoir accompagner les gens. Parce que sinon, on a un AESH qui est pas là, et donc la personne qui se trouve privée d'école pendant quelque temps. Et donc la question, c'est plutôt de transformer le système pour qu'il puisse justement être adaptable. C'est aussi ce que vous disiez sur du bon sens. La personne qui peut pas aller à la cantine ou qui peut pas avoir accès à tel endroit parce que y a personne pour prendre le fauteuil, il peut y avoir aussi les enfants qui s'entraident, des dispositifs qui existent, mais ça suppose qu'il y ait une culture et une formation qui soient partagées et qui effectivement reste aujourd'hui assez tardive. Prendre un exemple qui est pas de l'école, mais qui est quelque chose qu'on a traité très récemment, qui est l'accès dans les trains. On a eu quelqu'un qui nous a saisi parce que il devait prendre son train dans une gare, qui est une gare dans laquelle passent des trains accessibles, sauf que les trains accessibles passent de manière aléatoire dans cette gare. Donc la personne qui arrive en fauteuil ne sait pas si le train qu'elle va prendre est un train accessible ou pas.
Elle demande au contrôleur si il peut la monter dans le train puisque le train n'est pas accessible et qu'il a besoin d'aide pour monter dans le train. Et le contrôleur dit « Je n'ai pas passé l'habilitation me permettant de monter votre fauteuil dans le train ». Et donc, il n'a pas pu prendre le train. Bah, ça, c'est quand même un sujet sur lequel la question de la formation générale pour permettre à toute personne, mais effectivement à la maman avec la poussette, enfin, tous les progrès qui sont faits sur le handicap sont en réalité des progrès qui bénéficient à absolument tout le monde. Et dans l'école, c'est pareil. C'est ce que vous disiez très justement. Si on accepte de prendre en compte le fait que chacun, en fait, a des difficultés à un moment ou à un autre, et donc qu'il n'y a pas un système qui est adapté et un système qui n'est pas adapté, eh ben, on va aussi, je pense, aider la totalité des écoliers, des étudiants à progresser ensemble. Et maintenant la question aussi d'Anne-Laure, c'était à partir du livre de Clara Dupont-Mono, S'adapter. La gêne, la peur de la différence sont-elles des spécificités françaises? Alors qui veut répondre? Qui veut s'aventurer sur ce terrain? Peut-être. Après, je ne parlerai plus, je vous promets. Non, déjà, je trouvais que le livre de Clara Dupont-Mono était absolument magnifique sur cette question-là de ce que le handicap fait dans l'arrivée d'une fratrie. Mais surtout, ce qui est très puissant dans son livre et qui doit nous interroger, c'est la manière dont elle montre comment cette famille, à partir de l'arrivée de l'enfant handicapé, se referme sur elle-même et cesse toute vie sociale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement français. C'est-à-dire qu'à un moment, on se met à être dans une forme de culpabilité ou de honte et à cacher. Moi, il se trouve que j'ai fait l'année dernière un rapport pour l'Opéra de Paris sur la question de la diversité à l'opéra. Et la question qui était posée, c'était la diversité des origines, clairement la diversité des couleurs de peau. Bon. Et on a fait avec Papa Ndiaye un certain nombre de recommandations pour essayer d'aller dans le sens d'une plus grande diversité. Et un journaliste, que je ne citerai pas, nous dit « Mais enfin, vous vous rendez pas compte, il y a aussi toute cette tradition de l'opéra, avec les actes blancs, avec des choses qu'on doit essayer de préserver. Bientôt, on va nous dire qu'il faut mettre des personnes handicapées dans un ballet à l'opéra. » Là, je l'ai regardé, j'ai dit « Bah, oui, en fait, pourquoi pas ?» Quel est le sujet? Et peut-être d'ailleurs qu'il y a déjà des personnes handicapées qui dansent à l'opéra. Mais et donc, cette idée qu'il y a quelque chose qui doit en fait rester invisible, elle est encore extrêmement prégnante. Et ça, je pense malheureusement que ça passe aussi par de la formation. Alors ça prend du temps, mais aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment intégré. Stéphanie Lessolière, peut-être, sur ce point. Tout à fait d'accord avec vous. Formation et adaptation, parce qu'effectivement, on n'a jamais pu prendre le métro avec Lou. On a le train, là, ça me parle énormément. Le nombre de trains où il n'y avait pas la personne qui devait arriver avec le petit chariot pour monter le fauteuil jusqu'à niveau. Enfin, c'est un casse-tête. Et quand vous dites un repli sur soi, alors moi, je recommande mon livre aussi, qui témoigne de la vie de Lou, qui s'appelle Lou, où justement, moi, je comprends ce repli, mais c'est pas forcément une volonté de se replier, c'est qu'on a eu le sentiment de se heurter à des murs en permanence. On vous fait comprendre qu'on ne veut pas de votre enfant, on ne peut pas l'apprendre. Je me suis retrouvée une année avec pas de collège. Donc nous étions fin juin, je n'avais pas de collège. Aucun collège ne voulait prendre Lou avec 17,5 de moyenne générale. Aucun collège. Donc j'ai été obligée de saisir le défenseur des droits à plusieurs reprises. J'ai écrit au rectorat, à Madame Brigitte Macron, etc. Il faut remuer ciel et terre, c'est fatigant, c'est usant. Et au bout d'un moment, on est fatigué de devoir se battre tout le temps. Donc je pense que je ne sais pas si c'est de la culpabilité, c'est plus qu'on a le sentiment qu'on nous fait comprendre, c'est dommage pour vous, quoi. Vraiment, débrouillez-vous, quoi. C'est le sentiment on se sent seul, malgré les aides. Emmanuel Hirsch. Je vais répondre, c'est pas la partie la plus importante, parce que je voulais la dédier à vous qui êtes intervenu il y a un instant. Si vous regardez le discours compassionnel, y compris le discours à travers la Bible, l'Église commence à marquer culturellement notre approche des situations de handicap, la catharsis que les familles, la souffrance, ce qui est différent de certains pays anglo-saxons, qui est une approche plus protestante, plus en responsabilité. Je ne vais pas détailler, c'est pas le sujet. Non, je voulais dire à Émilie, Zia, Anne-Laure et Claire, qui sont là. Parce que quand on voit la jeune génération, générosité dans une perspective de solidarité et pas de sollicitude un peu bienveillante, vous avez un modèle, et je vous incite vraiment à vous y référer. Pour moi, dans mon panthéon, d'ailleurs elle a pu être aussi ici dans cette enceinte, il y a une personnalité à laquelle j'étais particulièrement attaché, qui est morte l'année dernière, qui s'appelait Elisabeth Zuckman. Je ne sais pas si vous avez entendu. À la suite de la Shoah, c'était un médecin. On ne parlait pas du polyhandicap. Les polyhandicapés étaient dans des mouroirs. Et elle a arraché à leur sort en donnant une réalité, déjà en termes de définition scientifique, en caractérisation, et en termes d'expression de leurs besoins. Et donc c'est développé
progressivement une approche. On a à peu près 200 structures qui accueillent avec un projet de vie des personnes en situation de handicap. Et quand je dis, c'est pas uniquement le projet de vie pour la personne, mais aussi pour sa famille, pour la fratrie. Ça redonne du sens, de la cohérence. Et quand on parle de toute la culpabilité des parents, c'est un élément à prendre en compte que vous connaissez au quotidien. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais dire, c'est quand même qu'on est dans un environnement assez déstabilisant. Il ne faut pas se mettre la tête sous le sable. On a les lois de bioéthique, vous savez très très bien, qui ont évolué, le diagnostic préimplantatoire, et le sort, par exemple, fait à l'annonce, peut-être tout à l'heure parler, parce qu'il y a l'errance dans l'annonce, et quelquefois pour des familles, à un moment donné, c'est important qu'on mette le nom d'une maladie pour leur permettre de se situer, et pas l'impression que tout est psychologique, et avoir des réponses graduelles à leurs demandes. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, regardez, je ne prends que l'exemple de la situation des personnes trisomiques. Regardez dans quel contexte on se retrouve avec la norme bioéthique, entre guillemets, et avec le diagnostic préimplantatoire. Il faut être très attentif, parce qu'on caractérise en quelque sorte une vie digne ou non d'être vécue. Et vous avez un deuxième, et je ne veux pas développer parce qu'il faudrait du temps, on a un événement qui a quand même ébranlé la société française en 2013 et 2019, c'est M. Vincent Lambert, qui était en situation de polyhandicap, qui n'était pas en fin de vie, et qui étaient en état végétatif persistant relationnel. Ces personnes, elles existent, et vous avez des structures qui les accueillent, avec un projet non pas d'amélioration, en tous les cas pour les relationnels peut-être, mais vous voyez, j'ai rencontré, parce que c'est mon métier, tous les professionnels qui sont aux côtés d'eux. Quand on a eu comme sanction de dire, on pose le cocktail, en tous les cas la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ce qui est un peu une euthanasie, personne n'a compris. Au quotidien, on donne sens à la vie de ces personnes, c'est un point à prendre en compte. Et vous devez défendre, non pas que j'ai une opinion à faire valoir, je n'ai pas à la faire valoir ici, mais vous voyez ce que vous défendez de totalement sensible. Je ne vais pas développer. Le dernier point, vous avez abordé la question de l'intelligence artificielle et de la domotique, de l'aide à la personne. Je vois que dans le domaine, par exemple, de la maladie d'Alzheimer, des maladies évolutives, ça permet en toute sécurité de prolonger l'existence sociale de la personne au domicile plutôt que de la retrouver dans un établissement. Donc il y a toute une recherche de fond avec des enjeux éthiques sur le côté du privé. Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on intervient? Vous le savez mieux que moi. La vraie question pour moi, véritablement, c'est une question très importante qui est posée notamment dans le débat politique. Et vous le savez aussi parce que vous êtes sur le terrain, pour les personnes en situation de polyhandicap, c'est la question de l'institutionnalisation ou pas. Et je crois que c'est une question importante qui explique aussi le regard péjoratif qu'on a apporté à ces situations. Vous avez des pays, notamment nordiques, qui considèrent qu'on n'institutionnalise pas, entre guillemets, une personne parce qu'elle est en situation de vulnérabilité du handicap. On crée les mobilisations comme certaines villes le font aujourd'hui. Je prends l'exemple, parce qu'on y a été longtemps et on a un accord avec Christian Estrosi, de la ville de Nice, qui crée les conditions, avec aussi la Smart City, pour que ces personnes, on ne pose même pas la question, on va les mettre dans des institutions. Si dans un niveau, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, s'il y a à un moment donné une situation parce qu'elles sont seules, parce que les handicaps créent des dépendances et que l'environnement est plus favorable, et quelquefois même les personnes le demandent, c'est plutôt de se retrouver qu'au domicile dans un lieu bienveillant. Encore, il faut que le lieu soit bienveillant. Donc pour terminer sur cette affaire, ne parlons pas des handicaps, parlons des personnes singulières qui ont des histoires de vie et des parcours de vie. C'est la même chose aujourd'hui quand le président de la République décide que parce qu'on a 65 ans et plus, on est dans la capacité d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de la vaccination, 3e dose, et qu'on sera puni, j'allais dire, de suppression du pass vaccinal. Toutes ces questions sont des questions sensibles. Et le fait d'être dans des amalgames, dans des généralités, en nous parlant parce qu'une personne est vulnérable, on a des responsabilités, c'est une chose, mais quelle responsabilité? Et jusqu'à quel point aussi, dans quelques moments, ne doit-on pas admettre que la personne qui, d'une manière autonome, avec sa faculté de discernement, souhaite de vivre, quitte à être confrontée à des risques, dans un contexte qui est le contexte qu'elle privilégie, au nom de quoi son choix serait-il d'une moins grand intérêt et d'une moins grande qualité que le choix qu'on fait au quotidien, quelquefois un choix très obscurantiste. Voilà, donc ayons cette approche au cas par cas. L'éthique médicale, c'est une approche au cas par cas. Tous les systématismes, toutes les généralités, pour moi, sont, j'allais dire, à un moment donné, un peu meurtrières par rapport à nos valeurs. On a parlé de l'intelligence artificielle. Joseph Chovanec, ça ouvre des perspectives selon vous?
Oui, merci beaucoup. L'intelligence artificielle, c'est toujours un terme un peu problématique parce que de quoi parle-t-on réellement? Mais je crois que ça ouvre des perspectives à un niveau que l'on n'a pas forcément présent à l'esprit, à savoir que beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine-là sont des personnes très différentes. Donc, favoriser le développement du secteur de l'intelligence artificielle donne beaucoup de boulot, pardonnez d'être trivial, aux autistes, entre autres. Voilà, on peut le voir sous cet angle-là. Par contre, ensuite, sur la question de l'inclusion, permettez-moi d'avoir un certain tiraillement pour ne pas dire un doute. Une grande université du nord de l'Europe a investi de très grosses sommes pour créer un environnement logiciel parfaitement inclusif pour tous les étudiants. Cela a raté, ça a failli tragiquement. Je crois, quitte à être de la vieille école, pardonnez que je sois un vieux dinosaure, mais je crois plutôt dans la vertu des milliers d'heures de travail humain aux côtés de chaque personne, des personnes différentes. Je crois que c'est comme cela que l'on pourra accompagner, développer les facultés, permettre à chaque personne d'accomplir son rêve. Et en particulier pour les personnes qui cumulent plusieurs facteurs d'exclusion. Les personnes qui sont certes handicapées, mais en plus de ça, qui viennent de familles avec une situation socio-économique précaire. C'est un point. Je suis convaincu que le devenir des personnes handicapées dépend non pas avant tout de facteurs médicaux, mais de situations socio-économiques de la famille. Les personnes qui sont handicapées, en plus de cela, à la rue, SDF, c'est une thématique que l'on n'aborde que fort peu. Ou même la question, par exemple, des personnes dites âgées, voyez, en lien avec le handicap. Ce sont des thématiques à tel point tabou que les budgets de recherche ne sont même pas utilisés. D'habitude, les chercheurs sont avant tout des chercheurs de subventions, de financement. Je crois que je peux le dire, hein, je passe sous le contrôle de mon voisin. Mais dès qu'il est question, par exemple, d'une bourse de recherche dédiée à l'âge, dédiée au handicap ou les deux simultanément, là, souvent, elle reste sans candidat, ce qui est une chose assez inouïe hein, dans l'univers de la recherche. Donc, d'une certaine façon, je pense que sans une approche directement humaine et non pas forcément par les cases d'un logiciel, on pourra prendre tous ces cas particuliers et ces cas particuliers qui sont aussi nombreux, aussi riches que l'être humain. Je voulais juste me permettre, parce qu'on a évoqué la question de l'école, et on l'a vu aussi au cours de la pandémie. Je n'ai pas à revenir. Vous regarderez, c'est pas pour faire de la pub, sur le site de l'Espace Éthique, hein, vous faites Espace Éthique, et vous verrez ce qu'on a travaillé avec les personnes en situation de handicap, dans quelle situation ils se sont retrouvés, dans les incertitudes cumulées et les discriminations. Mais je trouve que l'école, et c'est pour ça que c'est très important, les parcours à l'école, il faut aussi équiper l'école, c'est-à-dire il faut avoir des auxiliaires, il faut avoir la formation des professionnels. Mais pour l'intégration, la compréhension et l'altérité, je trouve que c'est une pédagogie extraordinaire. C'est-à-dire comment on est ouvert à l'autre, quand on le voit, on est jeune, dans la même classe, avec sa singularité, mais aussi sa capacité d'être avec, d'une certaine façon. Et donc je trouve que c'est pas uniquement dire ils ont les mêmes chances, ils vont suivre l'éducation, c'est aussi là, me semble-t-il, que se refonde une relation, un regard très très différent. Et toutes les études font apparaître que dans les écoles, on a intégré effectivement des personnes en situation de handicap, avec quelquefois les résistances des familles, des enfants entre guillemets normaux, hein, d'une certaine façon, la pédagogie, mais aussi la qualité d'attention des jeunes, qui étaient en quelque sorte dans les mêmes classes, a été positivement, j'allais dire, évaluée. Donc je trouve que c'est des éléments qu'il faut voir d'une manière positive, mais surtout pas en compassionnel. Pour moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a un regard très condescendant, et j'allais dire très méprisant. Et les familles, quelquefois, sont heurtées, parce qu'on a l'impression qu'elles doivent tout arracher, j'allais dire, alors qu'elles arrachent aussi pour nous, puisque c'est pour une vision qu'on a de la personne humaine. Valérie Fayard. Oui, je voulais répondre par rapport au côté RH et peut-être au côté cancer aussi. Je pense l'intelligence artificielle, oui, peut aider dans certains domaines. Mais en fait, c'est vraiment la question humaine qui est au centre. Et je parle d'expérience vraiment personnelle. Ce sont les gens de l'entreprise qui doivent être aussi formés ou aidés, en tout cas,
à accueillir et à travailler avec des gens qui présentent un handicap ou qui ont eu une maladie. Que ce soit le manager, le collègue de bureau, etc., peut se trouver très désemparé, en fait, parce que à l'école, il n'a jamais été en contact, ou dans la rue, etc., ou dans sa famille, jamais été en contact et confronté à ce type simplement d'échange. Et on repart sur les constructions mentales qui sont un manque de capacité, etc. Et donc, oui, l'intelligence artificielle pourra aider dans certains domaines au niveau des échanges. Moi, j'ai déjà eu des entretiens avec des gens sourds et qui avaient donc un outil sur une appli sur leur mobile qui permettait de traduire ce que je disais. Mais effectivement, c'est déroutant. Donc il faut apprendre à travailler alors dans un climat de performance, donc du coup faut travailler avec un autre rythme, c'est des échanges avec un autre rythme, on se coupe pas la parole effectivement, voilà, donc je pense qu'il y a pas uniquement la personne qui a le handicap, la pathologie, etc., mais également les gens qui sont autour qui doivent être accompagnés et formés sur le sujet. Lucie Cobel. Sur la question de l'emploi, enfin des RH, moi j'ai une formation RH aussi et communication interne au CELSA. Et au CELSA, moi quand j'ai fait ma maîtrise, c'était encore l'époque de la maîtrise, hein, j'ai 46 ans, on n'a jamais abordé, dans tous mes cours RH, on n'a jamais abordé la question de l'intégration, de l'emploi des travailleurs handicapés, etc. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, j'ai proposé au CELSA de créer un cours pour au moins les RH, les masters RH sur ce sujet-là. Donc ça fait 5 ans maintenant que je donne un cours là-dessus. Il y a peu d'écoles qui le font, il y a peu de masters, enfin d'universités, de grandes écoles qui ont introduit ce cours-là, au moins pour les futurs RH. Pour moi, clairement, tous ceux qui un jour devront encadrer des équipes et manager des équipes, il devrait y avoir une obligation de se former à comment on fait du sur-mesure, comment on s'adapte à des problématiques de besoins spécifiques, etc. Il y a des outils, on peut se former pour ça, il faut savoir des choses. C'est pas, on n'a pas besoin de faire une formation académique là-dessus, c'est du bon sens. C'est de savoir à qui on peut s'adresser pour faire appel à telle et telle aide technique, notamment. Sur le sujet de l'emploi, heureusement, enfin, c'est tout un débat sur la place des quotas et de l'obligation légale, mais la loi n'empêche, et surtout la loi de 2005, qui a renforcé les obligations, a quand même déclenché l'action dans beaucoup d'entreprises. Avant, moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'emploi des travailleurs handicapés, c'était entre 2000 et 2004, on m'appelait Mère Teresa. Je faisais du caritatif, alors que c'était des gens qui avaient besoin de recruter, donc ils avaient dans leur recrutement besoin de talent, de compétences. Il se trouve qu'il y a des travailleurs handicapés qui les ont, pourquoi pas les embaucher? Mais on voyait comme faisant du caritatif. Bon, donc dans la question la loi en fait a fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit oula, ça va commencer à faire mal en termes de contribution, AGFIP ou FIP, donc on va s'y mettre. Et en fait, elles se sont rendues compte qu'en développant des politiques handicap, surtout, et ça c'est pour moi le dénominateur commun de l'efficacité quand elles sont portées par le plus haut niveau de l'entreprise, il faut que ça vienne d'en haut, des patrons. Si ça vient pas d'en haut, on sera toujours dépendant de personnes, d'argent, de budget, etc. Quand ça vient d'en haut, clairement, ça va plus vite, ça infuse plus vite, et pour moi c'est une évidence, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le métier, etc. Donc pour revenir à ça, c'est qu'il y a les entreprises qui s'y sont mises, pas toutes, bien évidemment, il y a encore beaucoup de boulot. Moi, je le vois avec Hello Handicap tous les jours. Mais n'empêche qu'il y a, allez, on va dire, un tiers des entreprises qui ont mis en place des politiques handicap, qui se sont rendus compte de l'aspect vertueux de ces politiques. C'est-à-dire que, en répondant à des besoins spécifiques, de besoins d'aménagement, de compensation, d'adapter l'environnement de travail, etc., ça a forcément amélioré la performance de l'entreprise, qu'elle soit au niveau du corps social, mais aussi au niveau du marketing. Quand on rend ces boutiques accessibles au handicap moteur, mais pas que, quand on sait accueillir quelqu'un qui est aveugle, qui a des problèmes d'audition, quelqu'un qui a un handicap mental, quand on sait l'accueillir, qu'on peut lui vendre des produits, bah forcément on va gagner du chiffre d'affaires. C'est de la logique. Et pour répondre à la question de l'intelligence artificielle, etc., moi je vois énormément d'innovations super dans le domaine du handicap, de l'emploi notamment, d'aide, etc. Et c'est top, c'est une aide à l'autonomie, c'est une aide à l'aménagement, mais ça remplace pas le bon sens, ça remplace pas. Moi, je connais une personne
qui est une brillantissime, qui travaille dans les achats. Elle a passé 4 entretiens dans une, je ne la citerai pas, mais c'est une grande entreprise du monde automobile. 4 entretiens hyper réussis, etc. Elle arrive, dernier entretien, avec la personne qui va être son manager, elle va être embauchée. Et cette personne lui dit, je suis désolée, je ne peux pas vous embaucher, vous êtes bipolaire, c'est sûr, dans 3 mois, vous allez être en arrêt maladie. Voilà, donc là, on a fait tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que la personne a les compétences, elle a la motivation, elle a tout ce qu'il faut, puis à un moment, on lui dit, bah non, parce que vous êtes bipolaire. Ah, ok. Donc voilà, donc en fait, il faut juste... alors, moi, ce que je vois sur Hello Handicap, c'est souvent les freins, ils sont liés, les freins sont au niveau des managers, de ceux qui vont intégrer la personne dans leur équipe. Donc, il faut agir en priorité sur la sensibilisation des équipes qui vont accueillir et sur voilà et introduire de la bienveillance. En fait, finalement, s'occuper aménager des postes et répondre à des besoins spécifiques, c'est remettre de la bienveillance dans tous les niveaux de notre société. Et moi, j'ai travaillé longtemps à la NDRH et on a notamment créé le label diversité avec l'AFNOR à l'époque. Et qu'est-ce que j'ai entendu de blabla et de grands discours dans les grandes conférences de DRH sur, notamment, il faut que nous remettions de l'humain dans l'entreprise. Et je savais pas ce que ça voulait dire. Moi, je les entendais dire ça, des grands DRH de très grosses boîtes. Il faut que nous remettions de l'humain dans l'entreprise. Et vraiment, c'était abstrait pour moi. Je sais pas si j'avais un problème là-dessus, mais c'était vraiment abstrait. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet du handicap, je me suis rendu compte que c'était là, en fait. Quand on travaille sur la fragilité, la vulnérabilité, et qu'on travaille sur le fait qu'on puisse tous vivre ensemble et exprimer nos compétences, c'est là où on remet de l'humain. Et c'est là où en fait, ça a du sens, clairement. Thomas Bourgeron. Oui, alors, d'abord, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faudrait retirer ressources du terme direction ressources humaines. Et déjà, si on enlevait ressources, ça serait pas mal, direction humaine. Donc ça, c'est une première chose. Sur la diversité, donc en tant que généticien, s'il n'y avait pas de diversité, je ne serais pas généticien, parce que ça n'existerait pas, la génétique. Donc pour moi, c'est une source c'est extraordinaire de voir cette diversité. Et surtout, on en parlait tout à l'heure, de la diversité invisible. Parce qu'on voit, ok, il y a les yeux bleus, il y a les cheveux blonds, donc ça on le voit. Mais il y a toute cette diversité invisible, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à comprendre les émotions de l'autre. Alors on dit en France, non mais ça c'est pas génétique, il n'y a pas de gènes impliqués là-dedans. Donc on a un cerveau, et dans le cerveau il y a des gènes. Et cette diversité peut toucher notre cerveau, et c'est pas une catastrophe. De nouveau, mon étudiant qui était dyslexique, il avait des capacités extraordinaires, il compensait et il était encore meilleur sur d'autres aspects. Et donc là où on voit une diversité négative, ça peut être aussi une diversité positive sur d'autres aspects. Donc heureusement que cette diversité existe et qu'il faut la prendre en compte et trouver les gènes, c'est pour trouver le meilleur environnement. Je dirais que c'est ça mon credo. Sur l'intelligence artificielle, on utilise énormément l'intelligence artificielle au laboratoire, on fait plein de trucs et j'adore, et on a des ordinateurs qui permettent de répondre quand on a 3 milliards de lettres du génome, ou quand on a des petites souris qui se baladent, on veut savoir, et tout ça, l'intelligence artificielle nous aide. Après, je pense que si on reconnaît l'intelligence à ce que l'intelligence artificielle va remplacer, je pense que plombier, c'est le métier le plus intelligent du monde, quoi. Parce qu'avant que l'intelligence artificielle remplace un plombier, ça va être compliqué. Et je pense qu'il y a des métiers... Ok, l'intelligence artificielle va nous donner des pistes, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une baguette magique qui va remplacer toute l'expertise. Et je pense, on parlait des élections, je pense que... maintenant, on ne dit plus AVS, parce qu'on arrivait à changer le nom, mais pas le salaire, quoi. Oui. Donc, je sais plus moi, AVS, c'était simple, on disait AVS. Non, je sais plus ce que c'est. Oui, AESH. En plus, c'est plus compliqué, donc je continue à dire AVS. Voilà. AVS. Donc, moi, je voterais pour la personne qui forme les AVS et qui permet d'avoir un salaire normal. Voilà. Et donc... Voilà, proposition simple, c'est extraordinaire, ce métier peut amener des gens à s'en sortir, parce que, comme dit Joseph, il y a de la place, il y a vraiment de la place, il y a des gens qui peuvent s'en sortir, et si on les met dans le bon environnement, ça va être des personnes extraordinaires, et elles sont extraordinaires, mais ça peut faire qu'elles ont une autonomie, et je pense que les AVS peuvent être bien formés, bien financés, c'est pas possible, actuellement, ce n'est pas possible. Donc voilà, dans le futur,
on met des AVS bien formés. C'est des gens extraordinaires qui ont envie de faire des choses, mais qui ne sont pas dans la possibilité de le faire. Voilà. Donc ça, typiquement, voilà, parlons du futur. Donc ça serait bien qu'il y ait des élections toutes les 6 mois, je pense, pour qu'on puisse parler de ça. Très rapidement, Constance Rivière, et après on va commencer un échange avec la salle. C'était pour dire un mot de complément sur la question de l'emploi, parce qu'il y a une obligation d'aménagement raisonnable qui existe, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de prendre un certain nombre d'aménagements qui vont permettre à la personne avec son handicap, mais aussi avec sa propre perception de ce que son handicap lui rend difficile dans le travail, qui s'impose et qui est extrêmement mal connu. Et donc, une des choses sur lesquelles on peut aussi beaucoup travailler, c'est comment est-ce qu'on accompagne les employeurs pour comprendre qu'en fait, avoir un logiciel dédié, avoir quelqu'un qui vient quelques heures par jour pour permettre à la personne de faire son emploi, transformer parfois aussi l'environnement du travail. Si on prend par exemple une entreprise comme Andros, pardon de citer un exemple, mais comme le patron d'Andros, et il ne s'en cache pas, a un enfant autiste, il a énormément travaillé sur cette question-là, de l'environnement de son travail aux salariés en situation d'autisme, et ben, il a changé beaucoup de choses sur le bruit des machines, sur le rythme des réunions, sur la manière dont les tâches sont réparties entre les personnes. Et ça fonctionne. Donc il y a des dispositifs qui existent, qui fonctionnent, qui peuvent être développés. Et moi, je pense que non seulement cet accompagnement, on essaye de le faire chez le défenseur quand on est saisi, en médiation sur l'aménagement raisonnable, on a à peu près 80% de taux de succès. Donc c'est aussi la preuve que quand on explique à un employeur ce qu'il peut faire pour maintenir quelqu'un dans l'emploi, ça marche. Et puis, il y a aussi un motif d'espoir que vous représentez, mais qui est celui de cette génération qui arrive et qui aura grandi à l'école avec des élèves en situation de handicap. Le professeur Hirsch disait très bien, c'est un sujet de société. Mais quand même, entre 2005 et aujourd'hui, on est passé de 120 000 enfants à l'école. Alors, je ne sais pas dire autrement qu'école ordinaire, mais vous avez raison, le terme n'est pas adapté. Enfin, en tout cas, à l'école classique, peut-être. À 380 000 aujourd'hui. Et donc c'est une transformation très profonde du regard de la société, des enfants qui vont devenir les adultes, qui seront les employeurs de demain, sur justement les capacités de ceux qui ont été leurs camarades et qui seront demain leurs collègues. Merci beaucoup. On va commencer à prendre les questions dans la salle. Je vous demande à chaque fois de vous présenter peut-être, et donc pour prendre la parole, d'appuyer sur les boutons marche. Ils sont devant vous pour actionner vos micros. Monsieur. Pardon, excusez-moi. On a une première question ici. Alors, bon. Bonjour. Rama Sofia Rashdi. D'abord, je voudrais vraiment remercier pour ce super débat, vraiment enrichissant, et je suis contente qu'on ait fini sur des touches positives de la part de Joseph et Thomas. Je voudrais répondre justement sur ce qu'a dit Joseph et Thomas, le talent qui existe partout chez les handicapés, parce qu'il y a après aussi les limitations. Donc, je voudrais évoquer un domaine qui a été un tout petit peu effleuré tout à l'heure, celui des aidants. Nous parcourons une crise au niveau de recrutement des aidants qui sont très peu valorisés, etc. C'est un aspect, je pense, qui mériterait carrément un débat. Et pour revenir sur la crise qui a été évoquée de Covid, personnellement, pour répondre à M. Hirsch, dont je connais les travaux, j'avais lu vos travaux sur le traité des lois bioéthiques, et je vous félicite pour tout ce que vous faites sur le polyhandicap. Tel que vous me voyez, je cumule les handicaps visibles et invisibles, donc je peux comprendre aussi celui des invisibles, parce que le mien, il est visible, mais il y en a aussi qui sont invisibles. Et le autisme, je suis très contente qu'on ait avancé sur le autisme, mais nous, le mot dépendance n'a pas trop été évoqué, peut-être c'était pas le sujet aujourd'hui, mais quand même, parce que même si on veut travailler, pour répondre à Joseph, il a dit qu'il y avait très peu de journalistes qui étaient, je suis personnellement journaliste rattaché à une agence de presse américaine, créditée avec Élysée, etc. Mais à quel prix? À quel prix? C'est un combat permanent, comme a dit la maman de Lou, tous les jours. Et comme vous l'avez dit, Joseph, je vous ai déjà vu à plusieurs reprises dans des lieux très intéressants où vous faites toujours des prestations extraordinaires. Et vous faites honneur vraiment à notre cause. Merci beaucoup. Parce que après, quand on arrive à la limitation de l'accessibilité physique de notre mobilité, je ne sais pas s'il y a des gens ici de MDPH qui sont en train d'évoluer au niveau de réduction des délais, mais il faudrait à un moment donné qu'on puisse différencier le PMR de pas PMR.
Parce qu'on peut avoir une carte handicapée et avoir juste un doigt qui manque ou quelque chose et prendre la place handicapée de nos véhicules, parce que sortir le fauteuil, c'est super galère. Ça, c'est juste une petite technique. Et pour maintenant, je voudrais évoquer donc cette histoire de aidant. Et la seconde domaine, ce serait le domaine de l'employabilité. Madame Rivière, je suis très contente de tout ce que vous avez dit sur les défenseurs de droits. Je suis exactement, en tout cas assez régulièrement, ce que vous faites. J'ai votre rapport. D'ailleurs, il n'y avait eu que 2 pages sur le handicap, même si vous travaillez énormément, vous avez beaucoup de saisines. Et je ressens que c'est parce que vous ne pouvez pas. J'ai l'impression, ma question est à vous, et aussi j'ai une autre question pour M. Hirsch. Quel est votre levier, quel est votre pouvoir d'action? Parce que je vois que vous êtes en colère, et moi je suis en colère que vous soyez en colère. Parce que je me rends compte que, vous avez identifié en plus des choses très techniques, like Access Plus. Moi, j'essaie de voyager avec on va peut-être demander à Constance Rivière de vous répondre, parce que vous avez dit, vous avez soulevé énormément de choses. Ok, non, parce que excusez-moi, je vais voir un terme un petit peu un gros mot, mais on a la rage un petit peu. Et Monsieur Emmanuel Hirsch, qui a parlé d'une chose qui est plus civilisationnelle, mais qui nous touche quand même au niveau de nos droits civiques. Vous avez parlé beaucoup de démocratie et de inclusion. Ce mot inclusion, il est galvaudé partout en ce moment, mais nous, on n'est pas vraiment inclus dedans. We feel we are really excluded. So, j'aimerais votre position par rapport à ça. And thank you for that. Alors, peut-être. Allez-y, Madame Rivière. Alors déjà peut-être pour vous dire sur ce qu'on peut faire, avant de vous dire effectivement qu'on rencontre régulièrement des limites qui sont très frustrantes, ce qu'on peut faire c'est que dans les différents dossiers dont on est saisi, on tente à chaque fois de faire des médiations, c'est-à-dire d'expliquer à la personne qui est mise en cause comment est-ce qu'elle peut répondre à la situation. Je l'ai évoqué pour la question de l'aménagement raisonnable dans l'emploi, on le fait aussi par exemple extrêmement fréquemment pour les droits des enfants, de personnes qui sont privées d'accéder à des loisirs, de pouvoir aller à la cantine, qui sont privés aussi de certains ateliers. Enfin, je pense récemment, avec la crise sanitaire, on a eu pas mal de saisines d'enfants qui ne pouvaient pas, pour des raisons liées à leur handicap, porter de masque toute la journée et à qui on a dit dans ces conditions, vous ne pouvez plus aller à l'école. Et donc nous, on intervient vraiment au cas par cas à chaque fois pour essayer de résoudre ces situations. Mais évidemment, notre action, elle ne peut pas s'arrêter là. On a essayé à de très nombreuses reprises et parfois avec succès de faire évoluer la jurisprudence. Là, par exemple, un de nos combats qui rejoint ce que vous disiez au début, c'est d'essayer de faire reconnaître la discrimination par association. Et donc, par là, j'entends la discrimination dont peuvent être victimes les proches aidants parce que du fait de leur situation d'aidant, ils sont dans l'incapacité, ce que je disais par exemple, sur d'accepter une mobilité dans un parcours de carrière. Et donc, la question, c'est est-ce que aujourd'hui, par le droit, on ne peut pas aussi essayer de reconnaître que certaines pratiques sont illégales. Et puis on se bat pour la transformation du droit, je l'ai évoqué au début, pour une modification de la définition du handicap en droit français. Il nous semble que si on acceptait de dire que le handicap était le résultat d'une interaction avec l'environnement et non pas une altération de la personne, ça contribuerait à transformer aussi un certain nombre de pratiques. On est aussi extrêmement offensif pour aller vers une plus grande simplification de toutes les démarches qui sont demandées aux personnes handicapées et pour rompre les logiques de silos. Ça a été dit à un moment, mais la question de l'intersectionnalité, elle est fondamentale. Une personne qui est en situation de très grande vulnérabilité économique et en même temps en situation de handicap, elle rencontre aujourd'hui un cumul de difficultés qui sont parfois insurmontables. Et ça suppose que le droit accepte que l'intersectionnalité, elle doit permettre toute une série d'aides et de transformations qui sont nouvelles. Donc voilà un peu ce qu'on essaye de faire, qu'on arrive à faire dans un certain nombre de cas parmi de la médiation. Quand on échoue en médiation, on dépose des observations devant les tribunaux, on rend des décisions et on interpelle très régulièrement les pouvoirs publics récemment. Et on a des très bons échanges avec la secrétaire d'État en charge du handicap. Mais par exemple, sur la question des masques inclusifs, on a demandé très tôt à ce qu'il puisse y avoir une production française de masques inclusifs bien plus massive qui, de notre point de vue, aurait dû être déployée dans toutes les écoles.
non seulement d'ailleurs pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour tous les enfants qui sont en train d'apprendre à lire et à écrire et qui peut-être développeront des formes de handicap parce qu'ils ont appris à lire et à écrire avec un enseignant qui portait un masque. Merci beaucoup. On va prendre une autre question, monsieur. Je crois que vous vouliez intervenir. Oui, je suis le père de 2 personnes en handicap psychique. Moi, j'appelle de mes voeux surtout l'information par les médias sur les médias invisibles et le nombre, les handicaps invisibles, pardon, et le nombre de personnes handicapées des différents types. Parce qu'il se trouve, et ça a été dit par madame en face de moi, que les plus nombreux des handicaps sont les handicaps invisibles. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Et donc, il me semble que les médias font pas tout à fait leur rôle sur ce problème. On voit toujours des fauteuils roulants et rarement d'autres handicaps représentés. Alors pour me rattraper, je fais quand même la remarque que pour monter ici, pour un handicapé moteur, c'est quand même pas très commode d'avoir choisi la salle la plus haute de l'Institut. Hein. Bon. Donc faisons connaître que la plupart des handicaps sont invisibles. Et la plupart des handicaps aussi sont liés au domaine social et pas seulement au domaine de la maladie. Hein. Je dis ou je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que pour le handicap psychique, 30% des gens dans la rue sont des handicapés psychiques. 20% des gens en prison sont des handicapés psychiques. Voilà. Alors, je termine en disant, pas d'angélisme non plus. J'ai entendu un petit peu d'angélisme ici ou là. Hein. Les gens, ils ont les handicaps, il ne faut pas non plus rêver, on ne pourra pas faire l'impossible. Hein. Donc, intégrons-les ou incluez-les. Prenez le verbe que vous voulez, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des problèmes, il y a quand même des difficultés. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous, monsieur. Merci. Je voulais vous remercier. Vous me faites penser à mon père, en fait, qui a aussi 2 enfants handicapés psychiques et qui en a perdu un. C'est très émouvant parce qu'on a fait ses obsèques 1 an après son décès à cause de la crise Covid. Donc c'est sympa aussi. Bref, tout ça pour vous dire que merci pour votre témoignage. Je pense que vous connaissez l'UNAFAM et vous deviez être... Et ben voilà, je suis dans le conseil d'administration de l'UNAFAM et c'est une association qui est formidable. Et oui, vous avez raison, il faut absolument que dans les médias, on parle beaucoup plus et on montre beaucoup plus. Encore faut-il que ceux qui sont concernés le disent, parce que c'est toujours un problème de libérer la parole. Et effectivement, sur l'angélisme, je vous rejoins. Nous, ça a été très difficile dans notre parcours avec mes 2 frères. Ça a été très compliqué, ça l'est toujours aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut quand même, faut pas être dans l'angélisme, mais il faut être dans l'espoir. Parce que les solutions, elles existent. Et il faut les rabâcher, il faut les dire, il faut les exprimer. Il faut aussi libérer la parole. Voilà. Moi, j'ai eu un diagnostic d'une fragilité psychique il y a 10 jours. Ça fait 26 ans que je suis suivie en psychiatrie. Et j'ai eu un diagnostic il y a 10 jours. Bon, ça m'a pas empêché de... Voilà. Mais il faut aussi en parler. Aujourd'hui, j'en parle. J'en aurais pas parlé il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, j'en parle. Emmanuel Hirsch, un petit mot et on continuera après les questions. Ce sera un petit mot, ce sera mon dernier petit mot. D'abord, pour dire à monsieur qu'il est très optimiste, parce qu'en prison, il n'y a pas 20%, il y a plus de 50% de personnes qui sont en prison. Et je vous incite à voir le travail que faisait Xavier Emmanueli il y a déjà 20 ans pour prévenir cette situation, notamment quand il était au SAMU social, pour les personnes qui sont dans la rue. Est-ce que c'est la causalité de leur maladie psychiatrique ou est-ce que c'est les conséquences de fait de se retrouver dans une situation de désocialisation et de fragilité? Ça, c'était le premier point par rapport à ce que vous voyez. Mais juste 2 mots. D'abord, par rapport à madame qui est partie, elle parle d'autonomie.
ou de dépendance. En fin de compte, on parle d'interdépendance aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est les interdépendances, c'est-à-dire, et ça a été dit à plusieurs reprises, y compris par vous, c'est-à-dire comment on bénéficie réciproquement dès lors qu'on comprend les enjeux. Et je trouve que vous l'avez dit d'une manière très juste. D'autre part, une figure importante pour moi, je ne sais pas si vous le connaissez, Pascal Jacob, donc c'est Handifaction, donc une personnalité de qualité. Et il a cette très belle formule. Vous parlez d'inclusion, mais il y a nécessité d'inclure parce qu'on exclut. Donc la vraie question, c'est l'exclusion et non pas l'inclusion. Et puis 2 derniers points. D'abord, la loi du 11 février, me semble 2005, me semble une très très grande loi dans sa dimension politique. Et ça, je trouve que c'est une affirmation politique. Tout ça pour dire, entre Jacques Chirac, qui a quand même été un marqueur important d'un point de vue politique, et Sophie Cluzel aujourd'hui, on n'est pas quand même dans une société en France où on ne peut pas aussi apprécier des évolutions, même si elles sont insatisfaisantes. Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, il y a quand même des solidarités extrêmement fortes, y compris en termes d'investissement. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, je voulais vous inciter les unes et les autres à regarder le site de Ding Dang Dong. Ding Dang Dong, c'est les personnes atteintes de Corée du Clinton. Et quand on dit jamais sans moi, jamais, effectivement, et c'était dit aussi pour la maladie d'Alzheimer, ces personnes sont inventives d'une culture et d'une manière d'affirmer leur vie jusqu'au bout, quel que soit le handicap. Et ils veulent faire de leur vie un chef-d'œuvre. Et ils parlent, et c'est important par rapport à ce que vous avez dit sur l'emploi, sur l'évolutivité. Soyons aussi attentifs aux maladies et qui créent des situations évolutives que quelquefois on a du mal à anticiper. Et le dernier point du dernier point, moi je cite mes sources. On a depuis des années une personne qu'on adore à l'Espace éthique Île-de-France qui s'appelle Catherine Olivet, donc qui était proche, parce qu'il y a aidant, proche, il y a tout un ensemble de sémotiques. Elle dit il ne faut pas confondre être aidant et être aimant. Et vous voyez, c'est là où il faut ne pas systématiser et par exemple assigner à une famille, à un proche, un rôle qui n'a pas envie, qui veut garder une relation spécifique et il n'est pas l'aide médicale, il n'a pas envie de faire la toilette de sa femme si elle a un cancer, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, soyons attentifs, et c'est bien pour vous qui êtes jeune, de voir que vous avez un rôle propre, qui est le rôle des professionnels, qu'au domicile, vous trouvez quelquefois en compétition, entre guillemets, entre la famille qui veut s'occuper ou même dans les institutions, et soyons quand même attentifs, et je termine sur ce point, à l'approche au cas par cas. Il ne faut pas de systématisme et il faut reconnaître la personne dans son besoin. Un dernier point, je trouve que on parle de la maison du handicap. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que d'une manière itérative, et c'était le cas pour des personnes notamment en situation de handicap, il fallait refaire les dossiers. C'est quand même une mesure qui a été abrogée. C'est-à-dire on évolue quand même très favorablement. Le dernier mot, c'est la notion d'ouverture. Je trouve qu'on a besoin d'ouverture, on a besoin de créativité, d'audace. Et quelquefois, et vous l'avez vu dans la période de la pandémie, les professionnels et ceux qui ont été les plus attentifs à la réalité pratique, ont été transgressifs. Il nous faut être transgressifs, c'est pour ça que je fais de l'éthique de la résistance. Merci beaucoup pour ces propos. Je voudrais qu'on prenne peut-être une question, allez-y. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce qu'on peut équiper madame d'un micro? Voilà, ce sera la première fois que je parle devant une assemblée qui pour moi est extrêmement difficile, mais je suis venue exprès pour parler de quelque chose que je trouve ça inadmissible, que je veux que tout le monde sache. Voilà, je m'appelle Athalie, je suis reconnue travailleur handicapé, dont la maladie c'est de l'autisme. Et je suis actuellement étudiante au centre de préparateurs en pharmacie hospitalière. Ça fait plus de 3 mois que je subis des humiliations, voire des espèces d'abandon de la société, parce que depuis que j'ai réussi le concours pour rentrer dans cette école, j'ai demandé de l'aide à la MDPH et je les ai pas obtenus. Donc tout simplement, j'ai simplement juste demandé une secrétaire pour pouvoir me suivre pendant les cours, parce que vu que mes anciennes collègues m'ont expliqué la difficulté de suivre ces cours,
j'ai quand même fait les démarches. Et la MDPH, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a envoyé une feuille qui m'autorise à avoir une secrétaire plus un tiers-temps. Et quand je suis arrivée le 6 septembre dans mon école, il n'y avait plus rien. Merci d'avoir trouvé le courage de vous exprimer ce matin. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce type de témoignage, Joseph Chovanec, de témoignage et de situations très concrètes? Merci beaucoup. Alors, plusieurs choses. J'essaierai de trouver la formulation la plus diplomatique possible, sachant que la diplomatie n'est pas mon point fort. D'une part, je pense, merci pour votre témoignage. On comprend en entendant votre témoignage pourquoi il y a tant de personnes handicapées françaises en Belgique, dans les universités belges entre autres. Et il suffit d'entendre les hurlements de ma patronne le matin quand il lui arrive encore des dizaines de dossiers. Dans le français belge, quand on dit c'est un Français, on sous-entend presque que c'est une personne handicapée. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Et il y a un point qui est lié à celui que vous soulevez de l'honorable personne américaine qui était des nôtres. Je pense pouvoir dire que les immenses difficultés de recrutement dans le secteur du handicap ont entre autres une raison claire. Pour la dire clairement, au Luxembourg, il n'y a pas de pénurie d'infirmières, ni de travailleurs dans le secteur du handicap. Je vous laisse deviner pourquoi. En Belgique, l'équivalent des auxiliaires de vie scolaire, ceux qui travaillent à l'université, ont les mêmes salaires que ceux qu'en France on appelle donc les maîtres de conférence, pour être clair et chiffré, 32 € de l'heure brute. Voyez. Et évidemment, lorsque la prise en compte est faite, y compris sur le plan humain, sur le plan de la qualité du contrat de travail, des résultats peuvent être présents. Et il y a, si je peux terminer ma tirade, il y a un point que malheureusement nous n'avons pas évoqué. Il y a un niveau d'action que nous n'avons pas évoqué. C'est celui tout simplement de la Constitution. Dans de plus en plus de pays, les droits des personnes sont inscrits dans la Constitution. Les droits des personnes handicapées, les droits des personnes différentes. La reconnaissance, par exemple, de la langue des signes à parité avec d'autres langues, on va dire orales, ça existe dans beaucoup de pays. Et il y a une phrase que j'aimerais citer qui figure dans la Constitution suisse, une phrase que j'aime beaucoup. Dans la version française, elle s'énonce comme suit: la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Une fois, j'avais dit à Édouard Philippe que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'occasion d'une révision constitutionnelle, inclure la question de la différence. Il m'avait répondu: vous me mettez la pression. Je crois qu'il s'était senti un peu handicapé face à votre serviteur. Excusez la tentative de jeu de mots. En tout cas, je suis convaincu qu'au-delà du symbole pur, l'ancrage dans un texte fondamental des droits de chaque personne permettrait de beaucoup d'œuvrer concrètement, y compris, pardonnez, devant des instances judiciaires, au respect des droits de chaque personne. Merci. Merci. Juste peut-être, je vous invite peut-être à prendre contact avec Constance Rivière à la fin de ce débat. Comme ça, vous pourrez lui exposer juste pour vous dire qu'on peut se voir peut-être après, parce que je pense que c'est exactement une situation sur laquelle on doit pouvoir être en mesure d'essayer de vous aider. Enfin, je ne veux pas donner de faux espoirs, mais en tout cas, c'est... Non, mais on est là justement pour ça. On va essayer. Je dis, voilà. Vous parlerez. C'est absolument anormal. Et quand même, du coup, pour revenir sur ce que disait Thomas Bergeron tout à l'heure, ce qui est vrai, c'est que c'est des emplois d'accompagnement qui sont tellement mal considérés, y compris sur le plan budgétaire et il faut le dire, sur le plan financier, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés et ça suppose un investissement politique et un courage politique pour accepter d'arriver à transformer les choses. Thomas Bourgeron. Oui, juste, on parlait tout à l'heure des aidants et le film hors norme, et c'est aussi sur le fait que les autistes. Le film hors norme, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il montre l'autisme pas que le TF1 et Hollywood. Voilà, et en plus, il montre la difficulté des aidants.
Alors là, vraiment, c'est même un film quasiment plus sur les aidants que sur les personnes avec autisme. Et donc, ça, c'est vraiment, si on n'arrive pas à avoir cet environnement pour que les gens qui ont envie d'aider soient vraiment eux aussi aidés, c'est indispensable, quoi. C'est vraiment indispensable. Moi, je rends hommage à l'UNAFAM comme association. Quand on voit leur mobilisation dans un contexte qui était au départ d'indifférence générale, tout ce que vous avez produit comme culture, comme expertise, il y a quelque chose, quelquefois, de frappant dans, j'allais dire, le gap entre ceux qui dirigent et ceux qui font notre réalité. Et je termine sur ce point qui m'a frappé. On a parlé d'intelligence artificielle. Au plus dur des moments SIDA, c'est l'intelligence humaine qui a prévalu. C'est des réponses de terrain, c'est-à-dire les mobilisations des invisibles de la société. On leur a rendu hommage à un moment donné, on les a oubliés depuis. Et on a parlé d'invisibilité. Moi, je pense qu'une société se juge aussi dans sa capacité de comprendre ce qu'ils font, comment ils le font et ce qu'ils sont et qui sont nos essentiels. Donc, sans être dans la rhétorique, vraiment merci de nous avoir, moi je dis à titre personnel, j'ai passé un très très grand moment, j'ai pris des notes. Et je trouve que les rencontres capitales, elles ont été capitales pour moi. Parce que ensemble, on a pu aborder des questions. Il n'y a pas que les médias, la société n'est pas limitative aux médias. Et je pense qu'on voit à travers les gens qui sont exprimés, et puis même ceux qui ne sont pas exprimés, mais qui ont participé, c'est nos questions, ce sont nos questions, beaucoup plus que les discriminations qu'on est en train d'animer pour opposer les uns les autres dans une société déjà fragile. Donc mille merci, je sors moi, à titre personnel, plus fort de cette rencontre. Je pense que c'est un sentiment partagé. Il est un peu plus de 13h, est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Sinon je vais peut-être au monsieur, et ensuite je vais clore cette rencontre. Allez-y. Ça y est, mon bouton fonctionne. Bonjour, je suis Baptiste Tremblot-Lacroix, je suis psychomotricien et comme mes camarades étudiant actuellement en master international en psychomotricité. Je travaille en hôpital de jour pédopsychiatrique et la question de l'inclusion des enfants qu'on accueille au sein de ma structure dans les enseignements classiques, ordinaires, comme on a pu en débattre tout à l'heure. La question des enseignants peut se poser et leur formation, parce qu'on se retrouve avec des enseignants qui n'ont pas choisi d'avoir des élèves en situation de handicap et qui se retrouvent très 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 en difficulté. Donc il y a la véritable question de la formation initiale des enseignants et cette sensibilisation qu'ils devraient avoir et qu'ils n'ont pas tous au moment où ils deviennent enseignants et que ça fasse partie de leur contrat et aussi de leurs contraintes et de la réalité de leur métier, réalité où parfois ils peuvent fermer les yeux. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui est mis en place dans la formation initiale des enseignants par rapport à ces questions-là et ça me questionne beaucoup parce qu'il y a un double effet qui se coule. C'est d'une part comment l'enseignant accueille ces enfants en situation de handicap, mais aussi comment les camarades de ces élèves en situation de handicap accueillent leurs camarades. Merci. Je ne sais pas qui peut vous répondre, peut-être, ou Thomas Bourgeron, sur justement cette volonté, effectivement, des parents de vouloir une scolarité. Alors, on a parlé de ordinaire, mais d'extraordinaire, enfin, en tous les cas, justement, avec d'autres enfants. Est-ce que tous les enseignants sont justement suffisamment formés pour les accueillir? Non, je pense que ça, c'est compliqué, la formation. Tout l'enjeu de la formation, par exemple, il y a eu 4 plans autisme. Il y a eu des propositions vraiment faites par des gens extraordinaires. Et ces propositions sont toujours là, sans réelle visibilité sur le terrain. Après, je pense que les enseignants, vous avez dit, ils n'ont pas choisi d'avoir des personnes en situation de handicap dans leur classe, mais ça fait partie des gens de la société. Donc, il faut aussi que les enseignants comprennent qu'il y a des personnes avec situation de handicap qui vont être à l'école. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment parler d'école extraordinaire. L'école ordinaire, je n'en peux plus, quoi. L'école ordinaire, comme si c'est un métier extraordinaire. Mais voilà, il faut et c'est pas parce que les gens sont passionnés qu'ils doivent être payés pas extraordinairement. D'accord ? Je pense que la femme de ma vie est infirmière.
c'est des métiers qui sont de gens passionnés. Et je vois pas pourquoi. C'est parce que nous aussi, les chercheurs, enfin, je vois les jeunes chercheurs, ils sont passionnés, donc c'est bon, ils peuvent avoir des salaires vraiment nuls, parce qu'en tout cas, ils sont passionnés, ils vont faire le boulot, quoi. Mais il y a un moment où ça, voilà, c'est plus possible, quoi. Donc, je pense qu'il faut que votre passion, voilà, soit entendue, et que, voilà, c'est pas parce que vous êtes passionné qu'il faut vous payer de façon catastrophique, quoi. Un petit mot, Lucie Cobel, allez. Très rapidement, au-delà de je suis complètement d'accord, c'est évident, au-delà de la formation pour les futurs enseignants, c'est une formation qui devrait y avoir dans toutes les formations initiales, très tôt, le plus tôt possible, pourquoi pas dès le primaire, hein. Voilà, et ça paraît largement évident. Alors, une dernière question, et puis, pardon, je vous donne la parole. Une dernière question, allez-y. Oui, bonjour, excusez-moi, donc moi c'est Marie Lemierre, donc je suis étudiante, je suis également en situation de handicap. Donc visible et invisible, je cumule aussi plusieurs handicaps. J'aurais voulu revenir sur les formations des jeunes adultes, les formations des adultes, notamment à l'université, comme le système est vraiment défaillant. Pendant la crise sanitaire, on a beaucoup parlé des étudiants, mais il y a eu encore un autre tabou, c'est la situation des étudiants en situation de handicap. On les a complètement négligés. J'ai plusieurs amis qui sont pareils dans ma situation. On a tous été obligés de redoubler notre année. Rien n'a été fait. On avait déjà un système défaillant, tout ce qui est relais handicap, tout ce qui est aménagement. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. On se bat en permanence, on a un double emploi du temps, on cumule des difficultés quotidiennes, que ce soit en termes d'accessibilité physique, mais également numérique, administratif, et ça devient un parcours du combattant. Pour pouvoir étudier aujourd'hui, quand on est en situation de handicap, c'est pas possible. On nous demande trop de choses, c'est insurmontable. Je pense que les personnes lambda ne pourraient pas supporter ce que nous vivons. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, et si ça pouvait démarrer dès aujourd'hui, ça serait bien pour l'avenir. Merci à vous d'avoir pris la parole. Vous souhaitiez intervenir, Stéphanie? Juste pour rebondir sur tout ce que j'ai entendu, en fait, nous, c'est pareil, je pars de l'expérience que j'ai vécue avec ma fille. Il suffit juste d'écouter, d'empathie. Enfin, je veux dire, les outils, les solutions, en fait, c'est pas très compliqué. C'est effectivement sensibiliser, mais peut-être même effectivement dès la maternelle. J'ai vu qu'il existait des cours d'empathie au Danemark pour apprendre à se mettre à la place de l'autre, etc. Mais peut-être, oui, dès la maternelle, tous les enseignants devraient être sensibilisés au handicap, formés à l'empathie, à l'écoute active. Ce sont des outils de communication qu'on connaît très bien, y compris les médecins aussi. Et je pense que ça changerait énormément de choses, parce que déjà, on partirait des personnes en situation de handicap pour pouvoir adapter ensuite tout ce qui doit l'être. Bien, merci. Merci. Moi aussi, à mon tour, je voulais vous remercier tous les intervenants et toutes les personnes présentes dans cette salle aujourd'hui pour la qualité de vos échanges, et j'espère qu'on aura pu effectivement faire de ce sujet un sujet capital et parler du futur, et de parler aussi des choses positives et des initiatives qui existent aujourd'hui en France. Merci à tous. Merci.